là avec quelque chose avant de partir. OK. Ça veut dire quoi, Pierre? Ben oui, parce que 20%, non, mais ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on embauche des soldats, des recrues, sans savoir leur force psychologique? Mais non, je pensais que c'était évalué, ça. Non, on fait jamais ça, Janine, voyons. Ils prennent ceux qui se présentent, c'est ça? Oui, ils prennent ceux qui se présentent, puis posent quelques questions. Ils les entraînent, mais vois-tu, 19%, c'est pas beaucoup. C'est très raisonnable. Pour ceux qui reviennent là, d'un théâtre militaire qui a brassé le moindrement, là, oui. 19% avec des troubles psychologiques quelconques, très acceptable. Bon, puis quand ils disent 33% avec au moins une consultation dans l'eau, ça c'est correct, ça. Ben oui, ils ressentent un peu sonnés, ils ont besoin de se faire recentrer. Oui, 33%, 1 sur 3, ça c'est qui a besoin d'une consultation, c'est très acceptable. Et 20% qui ont définitivement un trouble psychologique quelconque, ça aussi, je pense que suite à des interventions militaires musclées sur des théâtres qui ont brassé, comme en Irak, je pense que ce sont des dommages collatéraux que n'importe quel pays là, envirait. Ça fait partie. Oui. Parce que vous avez souvent dit, Pierre, que les corps policiers, les ambulanciers, les pompiers, tout ça, devaient avoir des forces de caractère au-delà de la moyenne. Même les tireurs d'élite. Des particularités. Des particularités de caractère. Pas nécessairement des forces. Ça peut être un faluette, mais avec le bon type, avec une sensibilité qui est pas trop à fleur de peau, puis avec toutes sortes de petites caractéristiques. Alors, ce qui arrive, c'est que les ambulanciers, les policiers, etc., peuvent se retirer relativement facilement de leur profession, tandis que dans l'armée, t'es signé puis t'es rendu en Irak pour 1 an, là. Oui. Alors, si le théâtre de guerre ne te plaît pas, ne te convient pas, ou te bouleverse outrancièrement, Janine, t'es loin de ta mère, là. T'es pris là, et ça marque. Bon, puis parce qu'il parlait aussi de post-traumatique, des chocs post-traumatiques, suivant ce qui a été vécu, là. Ouais, parlant de chocs post-traumatiques, là, j'ai un petit peu de misère avec les chocs post-traumatiques, là. Je commence... Qu'est-ce qui a pu vous accrocher? Ben là, c'est l'histoire à Québec, j'ai suivi ça, puis j'ai eu une conversation avec quelqu'un de l'organisation, là. C'est que la Fraternité des policiers de la Ville de Québec et Fraternité provinciale du Québec. La Sûreté du Québec? Ouais. Oui. Non. La Fraternité, c'est leur syndicat. Fraternité des policiers municipaux du Québec et la Fraternité de la Ville de Québec sont réunis cette semaine et puis autour d'une policière qui avait été attaquée par un malade psychiatrique. Ils ont dénoncé la désingue. Ils ont dit, écoute, ils essaient d'alerter la population, la collectivité au fait que les malades psychiatriques, il y en a pas mal sur la rue, puis ça se ramasse plus souvent qu'autrement dans les prisons. Et là-dessus, ils ont raison. Les policiers sont obligés d'intervenir. Eux sont pris à partie. Là. Puis là, on parle de patients psychotiques qui souffrent de schizophrénie. Puis de déficience, des autistes, schizophrénie, déficience intellectuelle. C'est les 3 grosses clientèles là qui se ramassent dans les prisons plus souvent qu'à leur tour et dans des états d'agitation très sévères. Puis là, il y a un malade là, qui s'en est pris une policière avec un tournevis. Puis elle a eu de la misère à s'en défaire, tu comprends? Puis n'eût été là, d'un bon samaritain, elle n'aurait pas été capable de le menotter. Bon, c'est arrivé sur la rue. Et là, veux-tu pas que... Bon, elle a dû être retirée de la patrouille parce que elle était en état de choc post-traumatique. Là, il va falloir arrêter ça, les chocs post-traumatiques au Québec. Là. C'est rendu une épidémie. Dès que quelqu'un vit quelque chose de pas facile, diagnostic de choc post-traumatique, on le retire, puis là, on en fait un malade. Janine, c'est pas correct, ça. Ouais. Ce n'est pas correct. OK? Surtout quand tu es censé avoir une formation, Pierre, pour faire face à des situations comme ça. Le gars t'a attaqué avec un tournevis, t'as de la misère à t'en défaire, là. Et, tu sais, s'il faut que tu aies un choc post-traumatique, ça veut dire nécessairement que tu n'étais carrément pas à ta place. Bon. Autre point. Lors de la même discussion, de la même rencontre, il y a l'attaché de presse de Couillard qui est allé sortir une maudite niaiserie. Une dame Méridy. Méridy, M-E-R-I-Z-Z-I. Ça doit se prononcer comme ça. Méridy, ou... En tout cas, c'est l'attaché de presse de Philippe Couillard. Oui. Qui est allé dire ceci. Écoute bien, là, la police dénonce le fait que les patients psychiatriques sont laissés eux-mêmes dans la rue, puis ils sont pas bien, puis ça paraît. Bon. Elle, Méridy, gros gens comme devant, poigne le micro, dit... Je crois par ailleurs qu'il faut éviter d'alarmer les gens en leur faisant croire que les personnes atteintes de troubles mentaux sont dangereuses. Et on revient à la case départ. Est-ce qu'il y avait... oui. Les cas de violence impliquant des personnes atteintes de troubles aigus de santé mentale sont très rares.
Alors, Madame Maridi, vous rassurez faussement, vous faites du Jacques Talbot de vous-même. Une personne qui est psychotique non traitée, c'est une personne qui est totalement imprévisible. Elle a perdu contact avec la réalité, elle délire, elle hallucine, elle peut faire strictement n'importe quoi. Alors, Maridi, là, avant de rassurer la population, je vais t'inviter sur un département de psychiatrie de soins aigus. Pierre, combien? Puis après une heure, bon, c'est ça. Après une heure, tu vas comprendre, Maridi, puis la prochaine fois, tu vas fermer ta gueule. Après une heure, pas les la maudites leçon... bonnes femmes, là, qui disent n'importe quoi. Supposément, il faut éviter d'alarmer les gens. Hey! Un psychotique non traité, c'est un individu imprévisible qui peut faire strictement n'importe quoi. Mais beaucoup de psychiatres, Pierre, depuis plusieurs années, tentent eux aussi de minimiser cette maladie-là. Ces maladies-là, n'est-ce pas? Depuis la désinstitutionnalisation. Alors, bon, oui, c'est la ça. semaine passée, t'as le syndicat de la fonction publique qui est allé faire une sortie, là, dénonçant beaucoup de cas. Écoute, on parle de 90 cas, nouveaux cas, d'agression sur des employés. Mais oui, mais tu te dis, c'est un milieu spécialisé. La première réaction, Pierre, les gens qui étaient autour disaient, ils entrent avec des costumes padés. C'est des malades. Ils sont là pour ça. Je l'ai pas compris, celle-là, Pierre. Ouais. Expliquez-nous ça. Écoute, c'est que les individus, il y a beaucoup d'individus, maintenant, on hospitalise moins, OK? Les déficients intellectuels, les patients psychotiques, on attend vraiment qu'ils soient très perturbés avant de les hospitaliser. Alors, c'est sûr que lorsqu'on les hospitalise, il va y avoir un taux élevé d'agression parce que ces individus-là sont très agités, n'obéissent pas aux consignes, ne comprennent pas les consignes, ont toutes sortes d'idées bizarroïdes, puis ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Hein? Alors, il est très incorrect d'aller dire à la population, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui est sauté sur le crâne, qui est complètement cinglé, qui délire à plein tube, faites-vous-en pas, cette personne n'est pas dangereuse. C'est irresponsable, Maridi. T'as manqué une maudite belle chance de t'accrocher le clapet. Si tu connais pas le domaine, forme-toi donc. Correct? Pour l'histoire de Alors là, le monde, il commence à centre... en avoir plein le casse, là, de se faire rassurer par des individus qui connaissent rien. OK. Vous mettez en parallèle, Pierre, la situation qu'il y a dans cet endroit-là où on garde des cas de grands déficients, hein, qui se sont attaqués au personnel. Oui. Bon, alors, c'est pour illustrer là, que c'est dangereux. Pardon? C'est pour illustrer qu'ils peuvent être dangereux. Ben oui, ils peuvent être dangereux. Bon. Écoute, ce syndicat-là déplorait sur une base annuelle, l'année passée, 293 cas d'agression pour l'année. Oui. Alors qu'en un mois et demi, il y en avait eu 90 cas nouveaux. Oui. Tu sais, c'est beaucoup de monde qui se font frapper. Puis moi-même, écoute, j'ai fait 10 ans d'interne. J'ai pas été 10 ans interné là, en psychiatrie. J'ai fait 10 ans. Oui. Auprès de malades. Auprès de malades internés. Oui. 2 départements fermés. N'en déplaise à Guy Lepage. Bon, OK. Oui. Alors, je sais un petit peu de quoi je parle. Et j'aime pas ça lorsqu'on essaie de rassurer faussement des personnes. Ouais. Mais c'est pas chic. Hein? Mais Pierre, je comprends, c'est très clair ce que vous dites, mais j'ai une question pour vous. Laquelle? Quand on travaille dans un aile où il y a des gens qui deviennent agressifs, comment s'en protéger quand on fait partie du personnel? En les traitant comme il faut que le psychiatre et le personnel soient très vigilants et s'assurent de contrôler la psychose et l'agitation le plus rapidement possible avec des très bons médicaments dont on dispose, mais il faut apprendre à s'en servir. Donc, à cet endroit-là, il y aurait peut-être une petite lacune. OK. Petite, hein? Grosse. OK. 790-0224, 1-800-667-52-41. Bon, alors on y va tout de suite avec les préoccupations de Linda. Bonjour, Linda. Bonjour, vous deux. Bonjour, Linda. Moi, je suis la moumoune qui a appelé mardi pour au sujet de la manière qu'on avait accueilli une mauvaise nouvelle. Linda. Oui. La femme qui disait « Enfin, je suis courageuse et j'appelle. » Ah, vous avez tenu promesse, je suis contente. Oui, ça m'a trop interpellée, là, quand vous m'avez demandé, en fait, en quel honneur que je m'étais effondrée, là, je me suis dit, faut pas que je trouve ça, même si la question était dans ma tête depuis longtemps, de me la faire demander, c'était bizarre, mais ça a fait un autre effet. Et puis là, j'ai mijoté ça. Oui. Puis là, j'ai pris une feuille, j'ai mis sur un côté les sentiments que j'avais à ce moment-là. Puis de l'autre côté, j'ai mis
ce que je pensais du pourquoi j'avais réagi de cette manière-là. J'ai pas trouvé grand-chose, par exemple, sur ce côté-là de la feuille. Allez-y, allez-y. De quel côté vous voulez? On n'importe quoi. OK. Ben, moi, en tout cas... Allez-y gaiement. OK. Ben, moi, j'ai écrit que je pensais que j'avais réagi de cette manière-là parce que j'étais pas équipée pour faire face à un événement comme ça. Oui. J'étais pas préparée. J'étais résistante au changement. Ouh. Je trouvais que c'était trop en même temps. Ça, je me rappelle de m'avoir sentie submergée, là, vraiment écrasée. Oui. J'ai paniqué. Oui. Puis, parce que probablement que je suis une personne qui est faible. Oh, je suis pas sûr de ça. Je sais pas. C'est ce que j'ai marqué, là. Oui, on verra. Alors, alors une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que vous êtes faible de caractère. Ça, je manque bien que ça se peut. Oui. Mais je suis loin d'être convaincu. Oui. Parce Donc, que les ça irait personnes, dans sa première faibles description. de caractère sont très peu portées à l'introspection. Faut vraiment être assez fort pour oser se regarder. Et comme vous vous regardez relativement facilement, on va devoir exclure la faiblesse de caractère. OK. Ah! C'est un beau compliment, en tout cas. Oui. Oui, puis ça va dans le sens que où vous vous étiez annoncé quand vous avez dit, ben finalement, je suis plus courageuse que je pensais. Je suis restée en onde, même si je sais que je vais me faire varloper. C'est en plein ça. Ouais. Ah oui. Alors, le fait de ne pas être équipé, vous vous êtes senti pas équipé, pas préparé, résistante au changement. Ben, je sais que je suis résistante au changement dans n'importe quelle sphère. Là, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand c'est tout le temps pareil. Oui. Trop en même temps, écrasé, paniqué. Ouais. C'était trop gros. J'ai senti que c'était trop gros pour moi. Oui. Trop gros pour une petite fille. Ouais. Ça, c'est l'annonce d'un cancer, là, pour qu'on rappelle à tout le monde, hein, c'est ça? Oui. Le fait de ne pas être équipé, de ne pas être préparé. Oui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec votre passé? Sûrement. Expliquez-vous. Ben, dans le sens que probablement que j'aurais dû être préparée, puis je l'ai pas été, mais là, de quelle manière, je ne sais pas. J'aurais dû. J'imagine, je sais pas. Qui? Ben, mes parents. C'est-à-dire, expliquez-vous. Je sais pas, probablement parce que j'ai eu une vie facile. J'ai pas eu à vivre des moments difficiles jusqu'en 2002, donc Ce serait très surprenant, ça, Linda. Là. Voyons. Vous avez vécu où? Dans quel pays, vous? Aucun moment difficile jusqu'en 2002. Vous avez quel âge, là? J'ai 42 ans. Ben non, vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens, là. Des difficultés, vous n'avez eu. Ben, pas des grosses, en tout cas. Non, mais il y a eu des difficultés. Mettons en bas âge, là. Oui. J'ai pas eu de difficultés assez grosses pour que mes parents me guident à travers d'une grosse difficulté. Je sais pas, où il y en a eu, puis je m'en suis pas rendu compte, puis qu'ils m'ont pas guidé, puis je les ai absorbés comme j'ai pu. Je sais aucune idée. C'est quand même très particulier, ça. Vous avez 42 ans, puis vous savez pas ça. Non, je sais. Lorsqu'il arrivait des revers, des petites épreuves, des désagréments, ça se vivait comment? Mon Dieu, c'est ça que je suis pas capable de me rappeler. Oui, mon Dieu. Bon, non, ça, c'est une expression, là. Oui, c'est une expression, oui. Je me Vous rappelle n'arrivez pas à vous rappeler? Non. Ben, voyons. Non, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Des mauvaises notes à l'école. Oui, alors ça, que j'en tu t'y avais. attendais que ce soit bon, puis... Oui. Oui, ça, c'est un bon exemple. Oui, des belles notes à l'école, j'en avais pas vraiment. Oui, il se passait quoi? Ben, il se passait que je me faisais dire que j'étais pas aussi bonne que ma sœur. Oui, oh, regardez donc ça. La vie facile qui est en train de s'évaporer déjà. Un petit peu, oui. Ah, pas aussi bonne que ma sœur. Ah oui, continuez. Mais, ça me revient, là, attendez. Oui. Je me faisais dire que j'étais... Les professeurs, à ce moment-là, moi, je soupçonne que je devais avoir un déficit d'attention, parce que mon fils en a un. Oui. Mais je me faisais dire, à cette époque-là, elle est capable, mais elle veut pas. OK. Elle veut pas. Elle avait pas... Elle peut, mais elle n'a pas de volonté. OK. Ça, je me rappelle, elle m'avait fait dire ça. Par qui? Ben, les professeurs. Puis les professeurs disaient ça à mes parents. Fait que mes parents buvaient ce que les professeurs disaient. Fait qu'ils Mes disaient... parents buvaient Ouais. les paroles des enseignants. Ouais, ça, je me rappelle. Ouais. Oh, ça commence à être le fun.
le couvercle commence à lever, là. Ben, écoute. Oui. Et comment se sent une enfant? Comment se sent une enfant lorsque les deux zigotos de parents boivent littéralement les paroles des enseignantes? Ben, je me sentais pas soutenue, en tout cas. Mhm. Parce qu'on avait même un professeur en 6e année qui frappait les étudiants qui réussissaient pas, donc j'étais une de ses préférées. Et puis quand j'en parlais avec mes parents, c'était ben fais ce qu'ils disent de faire, là. Mais moi, en tout cas, j'étais bien découragée de ça, moi. J'avais beaucoup d'agressivité envers ce professeur-là. Puis envers mes parents. C'était une femme ou un homme? C'était une femme. Pourquoi vous l'appelez le professeur? Oh, la professeure. L'enseignante? Oui, l'enseignante. Comment ça se fait que quand c'est une femme, on a tendance à utiliser le masculin? Ça me chicote, ça. Il me semble, moi, quand je dis un professeur, c'est un homme. Un professeur, ça peut pas être une femme. Non? Bien que Ben, Dans ces années de rectitude politique qu'on vit, c'est drôle. Quand ça fait pas l'affaire, quand c'est un comportement de femme qui est inadmissible, on passe ça au masculin. Et Oh, ben ça, c'est pas dans mes habitudes, je m'excuse. Non, mais vous le faites. Je le dis au bénéfice des auditeurs aussi. Alors, pas soutenu. Alors, en 6e année, une petite brute, en passant. Ouais, une grosse brute. Oh, une grosse brute. Ouais. Oh, une grosse brute qui s'est amusée à vous écraser. Ouais. Et tout à l'heure, vous nous disiez que dans les sentiments que vous éprouvez actuellement face à une épreuve, vous vous sentez écrasé. Ouais. Vous aviez une épreuve à l'époque. On vous a écrasé. Mm. On vous a déterminé à vous écraser quand surviendra une épreuve. Puis on y est allé avec la brutalité. Bon, ça, c'était pas juste psychologique, là. Hein? Ben, les deux, ouais. Avec quoi qu'elle vous battait? Une règle. Une règle de bois? Une petite 12 pouces ou les Ben, avec grosses, ses les mains 18 aussi. pouces? Non, les petites, là, mais elle nous donnait des coups sur le revers de la règle, là, pas sur le Et plat de la règle. sur le revers de cette règle-là, y avait-tu la fameuse petite languette de métal? Oui, c'est ça. Oh. Ça claque bien, ça, hein? Mais il y avait Vraiment. ses mains aussi, là, quand elle passait en arrière de gens qu'elle voyait qui avaient fait des fautes d'orthographe en dictée, elle nous après une claque en arrière de la tête, là. C'était pas long. Regardez, non, vous avez une malade comme ça, j'ai connu ça, Ouais. j'ai goûté à ça en 4e année. Ouais. Ouais. Ben, moi, je peux vous dire que je m'en rappelle encore de ce madame-là, puis je me rappelle même de son visage, puis de son nom, puis heureusement, Ouais, je sais pas ce qu'elle c'est avait. drôle comme on s'en rappelle, hein? Ouais. Genre de tortionnaire. Oui, là. oui. Ouais. Ben, c'était une folle, oui. Oh oui. Mais vos parents prenaient pas pour vous. Non. Mes parents buvaient les paroles des enseignantes. Ils disaient de faire ce que les professeurs nous disaient de faire. Fait que ça, c'est laissé à toi-même. Est-ce que Débrouille-toi. des parents comme ça, comme les vôtres, sont capables d'équiper une petite fille à faire face à la vie? Est-ce que des parents comme ça sont capables de la préparer à la vie? Est-ce que des parents comme ça sont capables d'aider une petite fille à s'adapter au changement? Je pense. Vos parents ont failli lamentablement. Et vous nous avez dit le premier mot, vous dites, je n'ai pas de souvenir, j'ai eu une vie facile. Et là, vous avez été brutalisé, solide, élevé par deux imbéciles. Pourquoi ce mensonge à vous-même, Linda? Je pense pas que c'est un mensonge. Je pense que je le réalisais simplement pas. Mensonge inconscient? Ouais. Oui, j'en conviens. Mensonge inconscient. Ouais. Mais mensonge quand même. Pourquoi votre inconscient vous porte à vous mentir à votre insu à vous-même? Hey, on les a-tu les questions, premier jour? Et le pire, c'est que ça n'a pas été long. Ah, Linda? On les a-tu les questions? Mais le pire, c'est que j'ai la réponse. C'est ça, puis elle est venue presque spontanément. C'est là. quoi la réponse? Parce qu'on veut pas être obligé, encore une fois, de faire du changement dans notre vie. Ben, moi, en fait. J'ai comme pas le goût de voir ce qui se passe parce que je vais être obligée de faire des changements. Ça, c'est certain. Là. Merci. Ça commence à être intéressant. On est en train de mettre... Vous savez, c'est comme les trains qui ont été poussés par le vent, qui ont été déraillés sur le pont Montréal. Là. Ouais. Sur quel pont, Janine? Ah, c'est au Pont-Mercier, en parallèle du Sur le Pont-Mercier. Pont-Mercier, là. Oui. Il est venu un coup de vent, puis les trains ont déraillé. Puis là, on amène le camion, puis on est en train de... On a l'impression de remettre les wagons sur les rails. Linda, merci beaucoup d'avoir appelé. Je pense que vous allez être contente. Vous-même. Hein? Moi, mais là, j'ai pas de piste, là. Oui. Repensez à ce que vous venez tout juste de dire. Vos dernières phrases.
C'est ça la piste. Bye. Ross. Janine? Oui. C'est important concernant Linda, j'aurais dû lui rajouter que, parce que là, elle était partie sur une piste, puis elle voulait en savoir encore plus. Oui. Bon. Dans l'introspection, dans le regard sur soi, dans l'observation de soi-même, c'est la politique des petits pas. Oui. Autrement, on s'étouffe. Faut pas aller trop vite. Parce que, en l'espace de 10 minutes, Linda a fait un sacré bout de chemin. Alors là, on laisse ça tranquille, on laisse décanter ça, on laisse macérer le jus, puis à un moment donné, il revient des affaires tranquillement. Là, elle avait même oublié son passé. Comprenez-vous? C'est incroyable. Là, ça revient le passé. Hey, c'est vrai, je me rappelle de des choses. Puis là, elle arrive au point, elle dit, ouais, je sais pourquoi qu'inconsciemment, je me mentais à moi-même. Et tu sais, si je me vois, je vais être obligé de faire des changements dans mes relations avec les personnes. Oui. Ouf! En 10 minutes, là, je dis, c'est assez. C'est la grosse... Oui, c'est ça. Sachons nous limiter dans notre regard sur nous-mêmes, dans notre introspection. Parce que non seulement, Pierre, qu'est-ce qu'elle a dit? Il va falloir que je change, OK? Puis elle parlait avec la difficulté à s'adapter, mais il va falloir qu'elle réécrive son histoire personnelle, l'histoire de son enfance. Ben oui. C'est quelque chose, hein? Exactement. Réécrire dans son conscient, tu sais, une histoire qui avait été inconsciemment refoulée. C'est ça. Et on y va par petits pas. Et je dirais à Linda, dans quelques mois, gênez-vous pas un vendredi, un buzz. Mais avez-vous senti? Voici. Avez-vous senti une chose? Elle aurait voulu. Il y a une exaltation à faire une découverte. T'as le goût d'aller encore plus loin, puis tout de suite. Oui. Tout de suite. Voilà. Oui. Le danger, c'est de céder à cet enthousiasme-là. Oui. Parce que quand on sent que notre raison, notre conscient, prend le dessus sur l'inconscient qui nous a menés dans notre vie jusque-là, c'est sûr qu'on est content. Et là, on dit, là, j'ai un filon. Hey, on se calme, tranquillement, OK? Et on va à Daniel. Oui. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour, Ça Daniel. fait plaisir de vous parler. Dr Mayou, juste en passant, je vous aime, OK? On a le choix de vous aimer ou de pas vous aimer. Moi, je vous aime, OK? Je sais à quoi vous ressemblez. Puis, c'est ça, des fois, entre nous autres au travail, une de mes compagnes de travail, on vous écoute aussi. Puis, on est là, c'est ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Fait que moi, c'est pour vous dire que je vous aime beaucoup, OK? Je sais à quoi vous ressemblez, fait que ça me met une image. OK, moi, c'est ça. Dès l'âge de 21 ans, à peu près, j'ai resté avec un seul homme. C'est ça a duré à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Suite à ça, je n'ai jamais resté avec un autre homme et j'en suis rendue à l'âge de 41 ans. À 30 ans, j'ai décidé de m'acheter une maison. On m'a refusé. Je me suis dit, c'est pas vrai, on me refusera pas parce que j'ai pas un homme dans ma vie, tu sais, j'ai pas deux salaires, j'ai bûché, puis à 30 ans, ben juste, j'ai eu une maison. Oui. À 35 ans, je l'ai vendue. Je me suis racheté une. À 41 ans, là, je décide d'aller vivre avec mon chum, que ça fait 3 ans que je suis avec, OK? Vous vivez sous le même toit ou vous, Non, vous pas du tout. fréquentez? Ouais, lui, il a son appartement. Moi, j'ai une maison, OK? OK, 3 ans de fréquentation. Oui, c'est ça. OK. Là, aujourd'hui, on décide d'aller vivre ensemble. J'ai appelé mon agent. Je décide de vendre ma maison, mais je suis pas décidée encore. Je sais très bien que moi, je n'irai pas vivre dans son appartement et lui ne viendra pas vivre dans ma maison parce que c'est pas sa maison. Il se sentira jamais chez eux. C'est pas facile à décider. Fait qu'on est venu à la conclusion que je vendrais ma maison, la maison. C'est sûr que c'est un bon deal à faire. J'ai de l'argent à faire, OK? J'ai l'intention de vendre la maison. On irait vivre en appartement en attendant. Mais dans le fond, j'ai l'impression que cet homme-là veut pas vraiment s'acheter une maison, mais il me dit plus tard, on en achètera une. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas vraiment. Puis là, à un moment donné, Est-ce qu'il y a carrément pas les finances? Moi, je dis que oui. Honnêtement, là, moi, je dis que oui. OK? Il a les finances, d'après vous? Non, moi, je dis qu'il n'y a pas les finances parce que si je me rajoute quelque chose avec lui, c'est sûr que moi, je suis capable de d'éclairer toute la maison, la moitié toute seule. Oui. Mais vous parlez pas de ce sujet-là ensemble. Ça, c'est ouvert. Comment vous dites ça? C'est-à-dire, vous pensez qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter avec vous, mais est-ce que c'est un sujet dont vous pouvez parler clairement?
Des fois, il me dit, si à un moment donné, je vais changer d'auto, faut que je me ramasse du cash, parce que ça dit un petit peu, hein. Oui. Quel âge a-t-il? 47 ans. Il a déjà eu une ferme auparavant. Oui. Maintenant, il veut plus rien savoir. Ça fait 15 ans qu'il en a plus ou 12 ans. Il veut plus rien savoir. Il me dit, Daniel, je te dis, ça vaut pas la peine d'avoir une maison, mais moi, dans le domaine que je suis, ma retraite, il faut que je la fasse, là. Mm-hmm. En tout cas, je trouve que c'est une bonne décision. Puis on commençait pour les meubles, c'est qu'est-ce qu'on garde pas. Puis en fin de semaine, non, Daniel, oui. C'est bien mal parti votre affaire. Oui, OK. C'est bien mal parti. OK. Je pense que Janine, vous avez le même feeling, Janine pressent quelque chose là, du côté financier. OK. Et sur le plan psychologique, écoutez, le gars, il a déjà eu une propriété puis il en veut plus. Oui, c'est ça. Il arrive à 50 ans et pourquoi a-t-il vendu sa ferme? Est-ce que c'était une ferme familiale? C'était une petite ferme, là. Mais lui, eux autres, ils l'ont vendu par rapport à un divorce, là. Ah, et puis il restait amer de ça? Ceux qui veulent plus rien savoir de se racheter de quoi. Non. Daniel, là, écoutez, dans un cas comme ça, vous avez 41 ans, lui en a 47. Avez-vous le trip des bébés pour vous? Est-ce que c'est terminé? Moi, j'en ai pas, puis j'en aurai jamais. Bon, à ce moment-là, continuez à vous fréquenter. Parce que votre histoire de vie commune s'annonce pas bien, pas du tout, Daniel. Hein. OK. Ouais. Ça va tourner au vinaigre, ça. Savez-vous quoi? Je trouve ça lourd en étant que femme. Je trouve ça lourd d'avoir une maison toute seule, l'entretien et tout. Ben oui, ça vous prend. Écoutez, le type, est-ce qu'il accepterait d'aller vivre chez vous? Non. Pourquoi il veut pas ça? Parce qu'il ne se sentira pas chez eux. Non, attendez un peu. Vous présumez ou il vous l'a dit? Il me l'a dit. Ah, OK. Il me l'a dit. Il dit, Daniel, si ça marche pas, c'est qui part, c'est moi. Je dis, oui. C'est bien évident. C'est sûr. Qui veut pas vivre avec ça. Non. Daniel, ce gars-là a été probablement traumatisé par une expérience antérieure. OK. Méfiez-vous de ça. Ouais, OK. C'est pas réglé, ça, puis ça a possiblement été un traumatisme psychologique pour lui, là. Okay. J'ai l'impression que la vente de la propriété lors d'un divorce l'a marqué à l'os. Oui, c'est possible. Et non, ça marche pas. OK. Vous risquez de regretter. Oui. Avez-vous une relation agréable avec cet homme-là? Oui, absolument. Tu vois, on s'est laissé v'là un an, puis on a repris au bout d'un an. Oh, la chenoute. Mais savez-vous quoi? Allez-y. Mais j'ai vérifié par ailleurs, puis mon doux, c'est pas mieux ailleurs. Comment il y en a des hommes qui sont infidèles, puis là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, puis lui, là, ça, je peux lui donner ça, vraiment, il est fidèle, là, j'ai pas un mot à dire, là, puis il est correct. Mais c'est juste qu'au point de vue argent, je sais que j'en ai plus Daniel, que lui, là. vous êtes naïve. Oui. Il est fidèle ou il est lâche? Ah, OK. Ça prend pas de temps que ça vibre, hein? La réponse de Daniel. Réfléchirez à celle-là, Daniel. Il est fidèle ou il est lâche? OK. Il est fidèle ou il a été traumatisé? Il est fidèle ou il se méfie des bonnes femmes comme de la peste? Mm-hmm. Bye, Daniel. OK, je vais changer sur ça. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye. Et elle pourrait le payer très cher parce qu'elle pourrait être celle qui... Pierre, comment vous appelez ça? Comme une forme de névrose. Tu vis avec quelqu'un, puis tu lui fais porter l'odieux de tout ce que tu as vécu avant. En plein ça. Ça ressemble à ça. On s'est mal parti. Ça sent pas bon. Et puis, en plus, ils ont été séparés. Hey, tu sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fréquentation, s'il vous plaît. À partir de 40 ans, là, les vies communes, puis les mariages, puis les gueux, soyez prudents. Pourquoi ne pas vous fréquenter? Puis si elle a besoin... j'ai pas pensé de lui dire à Daniel... Cher Daniel, vous êtes probablement à l'écoute encore. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos travaux d'entretien, faites-vous aider et payez. Ça coûte pas mal moins cher qu'une aventure comme celle que vous vous apprêtez à vouloir vivre et à imposer à un pauvre type qui est probablement très marqué par une expérience antérieure. Parce que, tu sais, déneigement l'hiver, c'est quoi, maximum $200? Tu fais faire ton gazon une fois par 2 semaines, tu sais, bon. Paye pour le gazon. Il y a des jeunes, il y a des petits entrepreneurs, il y a des jeunes l'été qui s'engagent avec leur tondeuse. Payez, madame, tout ce que vous n'avez pas envie de faire, payez. Puis elle garde son investissement. Écoute, elle a de l'argent, elle est capable de se payer la moitié d'une maison cash. Oui. Et garde ton... Paye! Sous-contractant, puis paye au noir à bord de ça. C'est criminel. C'est criminel, mais c'est un bon crime. Payez au noir. Ce serait le prix de l'autonomie dans ce cas-là. Hey, il y avait une bonne femme qui déclarait ça cette semaine. Je me souviens pas trop dans quoi. Le noir, c'est criminel. Madame, le noir est une entente
Le marché au noir est une entente entre deux adultes consentants. Puis- Allez vous faire foutre Puis sans avec aller, votre crime. sans aller de façon aussi radicale, Pierre. Elle demande à des étudiants qui ont même pas de revenus, là, elle leur donne, il y a pas rien, c'est le même. Ross. Des choses qui vous chicotent, vous n'êtes pas capable d'arriver à défaire les chevaux pour comprendre ce qui se passe, c'est la tribune libre du vendredi, 7900-224, 1-800-667-5241. Et tout de suite, on parle à Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Je vous avais déjà téléphoné, ça fait longtemps, mais c'était rarement pour moi. Mais une fois, je vous avais parlé de quelque chose, puis vous m'aviez dit, parce que j'avais été couverte d'eczéma, vous m'aviez dit quelque chose à ce propos-là. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans là, que je vous écoute, puis autrement dit, ça fait 10 ans que je fais de l'introspection sur moi. Oui. Tranquillement, là, je vous suis. Oui. Mais il m'arrive toutes sortes de mots, t'as dit maladies, une à l'arrière de l'autre. Et là, je fais de l'asthme épouvantable tout d'un coup depuis le mois d'octobre. Mm-hmm. Mais ça a commencé par des nuits. Mettons que ça fait à peu près 3 ou 4 ans. Je me réveillais la nuit, là. Je croyais que c'était de l'apnée du sommeil, là. Tu sais, j'arrêtais de respirer complètement. Mm-hmm. Et jusqu'au mois d'octobre, celle-là, je reprenais pas mon souffle. Mm-hmm. Alors là, j'ai passé des tests, tout ça. Aujourd'hui, je suis asthmatique. Et là, je suis à la cortisone à tous les jours, là. Oui. T'as des petites pompes, là? Ah non, Non, j'ai de la cortisone à 8 par jour, là. Puis, 8? ouais. C'est pour vous dire, là, que si j'ai des choses à sortir, là, ben, tabarnouche, ça jamme à quelque part, parce que ça n'a pas de bon sens. Je me dis, après avoir autant vidé de choses, puis je vous dis, là, ça fait 10 ans, là, sur les 10 ans, j'en ai fait, là. Mais peut-être que j'arrive pas à aller au fond complètement. J'ai eu un cancer de l'utérus, tout ce qui touche, là. Des nausées, j'ai le côlon irritable, j'ai une vessie qui fait des retentions. J'ai continuellement des prescriptions pour... parce que j'arrive pas à vider ma vessie complètement, alors ça s'infecte. Ça fait des cystites, là. Oui. Bon, ben j'ai ça. Alors c'est tout ce qui est trou dans mon corps, là. Tu sais, je me dis, là, ben garde, ça va-tu s'arrêter? Pourtant, je suis une personne qu'on appelle qui a beaucoup de courage. Mm-hmm. Malgré, je passais à travers, même quand je vous ai connu, j'étais en... je vous dis, là, l'émission m'a juste aidé à mettre mes choses comme il faut, là. Je me suis séparée, j'ai élevé mes garçons tout seul. Je vous ai souvent appelé pour mes garçons, surtout. Mm-hmm. Mais jamais pour moi. Oui. Mais là, je me dis, écoute, là, il y a quelque chose qui sort pas parce que ça n'a pas de bon sens. Quel âge avez-vous? 52. 52 ans. Oui. Et j'ai jamais refait ma vie, là. Ça fait 10 ans, là, puis ça fait 10 ans que je suis séparée aussi. Ça fait 10 ans que je vous écoute. Mm-hmm. Puis je me suis dit, non, toi, t'as des choses à comprendre. Mais si c'était des facteurs allergiques, avez-vous déjà fait investiguer ça? Ben, j'ai toujours fait un peu d'allergie depuis que je suis jeune, là. J'ai toujours été allergique, intolérante aux produits laitiers, à beaucoup de médicaments, le blé. Je sais qu'il y a bien des choses que j'ai beaucoup de misère. Oui. En partant, je le sais que je suis porteur d'asthme, là. Oui. Tu sais, j'ai un fils qui est asthmatique chronique. Mais Marie, jusqu'à quel âge que vous pouvez là, appliquer cette expression-là, jamais pour moi? Que je vous ai appelé? Oui. Ben, jamais pour moi. Je pense que ça fait bien longtemps. C'est vrai que dans mon introspection, c'est vrai que ça n'a jamais été pour moi. La tragédie. Oui, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus pour moi. Oui, regardez, ça a été une faille de la société québécoise d'inviter les femmes, principalement les mères de famille, à s'oublier pour leurs enfants. Ça a été niaiseux, ça a été destructeur, ça a été extrêmement répressif pour beaucoup de bonnes femmes, de femmes bonnes au Québec. Oui. Et il y a beaucoup de femmes bonnes qui ont embarqué dans ce discours-là et y ont laissé leur équilibre mental. Et vous en êtes un très bel exemple. Autrement dit, la religion catholique a invité les femmes à se renoncer et à s'autodétruire. Oui, mais je suis plus supposément, oui, mais vous êtes, écoutez, même si la religion a pris de bord, les attitudes sont restées, Marie. Puis vous en êtes un plus bel exemple. Vous élevez des garçons, jamais pour moi. Ça marche pas. Vous avez renoncé à votre vie, à votre individualité. Puis là, vous avez 52 ans, puis vous êtes à moitié moribonde.
Non, au contraire, je suis une bonne vivante. Ben non. Je suis quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, mais c'est vrai Non, que... vous êtes comme un vieux bazou là, qui veut encore rouler sa route. Puis je le dis respectueusement, hein, puis avec beaucoup de sympathie. Pourquoi vous dites ça? Pourtant, je suis quelqu'un qui est reconnu pour être toujours... Non, Marie, regardez, vous avez raté votre vie. À quelque part, je pense que oui, mais... Ah oui, à quelque part, Marie, vous avez raté votre vie. Mais elle n'a... On n'en a qu'une vie. Mais elle n'a que 52 ans, Pierre. Ben, elle n'a que 52 ans. Partir avec ça, là, puis... En tout cas, mijotez ça un petit peu, puis rappelez-nous un de ces vendredis. On fera un petit bout avec ça. On va à Jean maintenant. Bonjour, Jean. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Jean. OK, vous avez parlé de schizophrénie, de personnes qui souffrent de schizophrénie. Oui. J'ai connu une personne il y a quelques années en Floride. Cette personne-là venait dans le bout de Windsor, en Ontario. Et puis, elle se rendait, cette personne, c'est un camionneur en plus de ça, se rendait en Floride, à West Palm Beach. Et puis, le dit monsieur, à peu près à 500 000 de distance, a décidé de retourner chez lui parce que il a entendu des voix qui lui a, de la part du fils de cette dame, qui lui a dit de retourner chez lui. Oui. OK? Oui. Son père, à lui, souffrait de schizophrénie. Oui. Son frère, un de ses frères s'est suicidé. Oui. Fait que ça commence à être grave, là. Oui. Oui. Et puis, en plus de ça, cette dame en question, parce que c'était un chauffeur, un trucker, avait perdu ses licences en Ontario. Elle lui a avancé pas loin de 2000 $ pour payer ses assurances, parce que même la compagnie ne voulait plus l'assurer. Monsieur est allé aux danseuses à gogo un soir, puis il a frippé 1500 $, avec 1000 $ avec les danseuses à gogo. Fait que je vous laisse discuter sur ça. C'est-à-dire, votre point que vous voulez emmener, qu'est-ce que vous voulez dire par ça, là? Que quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui n'est pas soigné, peut avoir des comportements aberrants puis assez particuliers? Exactement. Bon, alors là, on revient à la Méridie, là, l'attaché de presse de Philippe Couillard, qui est venu dire publiquement, il faut éviter d'alarmer les gens en leur faisant croire que les personnes atteintes de troubles mentaux sont dangereuses. Alors, Méridie, j'espère que quelqu'un va lui donner un buzz puis dire, écoute, tu connais pas ça. Alors, effectivement, toutes les personnes qui sont psychotiques non traitées. Quelqu'un qui souffre de schizophrénie non soigné est un être humain imprévisible, qui peut faire n'importe quoi. En plus de ça, docteur, il avait arrêté pour un bout de temps de prendre ses médicaments. Ouais. En plein, c'est pour ça qu'il s'est remis à entendre des voix. C'est ça. Est-ce que ça remonte à longtemps, ça, ce que vous nous racontez, Jean? Il y a à peu près 2 ans. C'est récent. Et puis l'an passé, en Floride encore, il a rencontré un bon Québécois qui souffrait de schizophrénie lui aussi. Il avait arrêté de prendre ses pilules, puis il a tellement battu son épouse que la police de la Floride avait porté plainte contre lui. Il l'a tellement serré fort qu'elle saignait partout. Mais écoutez, Jean, Méridie, l'attaché de presse de Couillard, nous dit que les cas de violence impliquant des personnes atteintes de troubles aigus de santé mentale sont très rares. Écoutez, là, vous voulez ameuter inutilement la population, Jean? Mais on ouvrirait... Méridie, l'attaché de presse de notre ministre de la Santé, vient nous dire, c'est rare comme de la marde de pape, ça. Ouais, mais Pierre, je mettrais au défi, on ouvrirait une tribune, là, juste pour ça. Les familles qui hébergent des patients psychiatriques qui sont pas bien soignés, puis on ferait une semaine de cas. Tout à fait, Janine. N'est-ce pas? Tu as tout à fait raison. Les gens qui appellent, on ne sait plus Alors, quoi faire. Je répète, tout individu qui est en psychose aiguë, non soigné, est un individu extrêmement imprévisible et souvent enclin à la violence, surtout s'il est un homme, encore plus qu'une femme. Docteur Mayou, j'ai encore un autre cas juste qui vient d'arriver dans mon bloc appartement ici cette semaine. Il y a un monsieur que je connais depuis des années qui est toujours dans la drogue. Son garçon, il est dans la drogue. Croyez-moi, ça revirait mal depuis un bout de temps. Le monsieur est arrivé parce qu'il s'est fait battre par des drogués, son garçon. Oui. Le monsieur est arrivé avec un bat de baseball puis il a frappé partout dans les murs en allant essayer de battre les noirs en question. Oui. Je vous dis noirs, là, c'est raison. La vraie raison. Oui. Fait qu'on nous dit, ils sont pas dangereux. Oui, mais il faudrait qu'ils soient soignés. Oui. C'est ça. Doc Mayou, j'ai un autre sujet. C'est pas des criminels, par exemple. OK, c'est pas que ça vous concerne. Depuis le commencement, quand vous avez passé au programme, que je vous ai vu, que vous avez dit
l'enquête concernant le quotient intellectuel des personnes. Le quotient intellectuel moyen de groupe aux États-Unis. J'étais là quand je vous ai vu quand Mitsu vous a critiqué, quand Stan Bigra vous a critiqué, et puis là, j'ai entendu hier que J.A. Lepage, vous riez de vous aussi. Ben oui. Monsieur Mayou, les allégories de malade mental de Mayou. Ils sont tous dans la merde. Et puis en plus de ça, une que je n'aime pas du tout non plus, c'est Isabelle Maréchal. Arrête de ça. Qui critique elle aussi. Oh, mais elle a le droit. Elle a tellement des beaux seins. Mayou, vous savez, des beaux seins confèrent une latitude. Docteur, la petite bourgade québécoise, là, je viens de la comprendre. Arrête de donc. Oui. Parce que je pourrais vous en parler à l'âge que j'ai là. J'ai vécu aussi. Arrête de donc. Et puis, moi, là, je passe mon temps à leur dire, écoutez, puis j'ai des amis noirs à part de ça. Même j'en aide actuellement. Je leur dis, écoutez. Ben non, vous êtes raciste. Vous pouvez pas aider les Noirs, vous galachez contre eux autres. Je leur ai dit, je leur ai expliqué, il y en a qui sont d'accord avec moi. Et puis le fameux famille, là, qui vous a critiqué, là, moi vous le dis, qui a chez le diable. Bon. Allez, bye, Jean. Merci, bye, Jean. Docteur Mayou, je vous salue, Madame Ross aussi. Au revoir, Jean. Puis ça fait 10 ans que je vous écoute. Allez. Infidèle. Bye. On parle à Robert maintenant. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robert. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Moi, là, j'ai deux petites questions bien simples. Ça s'adresse surtout à vous, docteur, en tant que spécialiste dans les deux cas. Oui. Est-ce qu'il existe encore des chevaux Pinto? Oui. Ah, est-ce que vous en avez, vous? Non, je n'ai pas de paint. Il y a même aux États-Unis, on en a fait une race. Ah, c'est blond, ça. On les appelle des paint horse, Mais les Pinto étaient des chevaux. Oui. C'est des chevaux caille, Janine. C'est soit rouge et blanc ou noir et blanc. Ah. Elles sont deux couleurs. Et c'est des chevaux. C'est une robe c'est une robe de chevaux qui est issue des chevaux des Indiens. Ah bon, ok. La deuxième question. Et qu'on retrouve chez des chevaux en Irlande, des chevaux des Gitans. Ils ont ça aussi, des peintes. Alors, c'est pas une création des Indiens, là. Non, mais au début, docteur, là, mettons, je sais pas, moi, 20, 25 ans, 30 ans, là, quand il y en avait des blonds, à la chevelure blonde, et puis qui étaient pâles. Oui, ça, les palomino. Ah. Ah, correct, ça. Vos deux réponses, Robert, vous avez vos deux réponses. Bon, non, bon? je m'excuse, là, je me suis mal exprimé. La deuxième, ça va être court. Que pensez-vous de l'offre serrée? Vous savez... Vous n'êtes pas obligé de parler. Non, Robert, c'est que cette année, compte tenu que j'ai été flushé par TQS de cette émission-là, je me fais un devoir de ne pas regarder l'émission. Alors, je sais à peu près zéro de cette émission-là. Je me fais un devoir de ne pas le regarder en dépit du fait que j'ai beaucoup de respect pour la formule. La formule d'étude du comportement humain sous cette forme-là. OK? OK. Là, je vais me permettre de vous faire un petit commentaire là-dessus. Allez-y. Moi, je le regarde de temps à autre. Je trouve que c'est un bordel déguisé. Ah, Robert, ça c'est votre opinion, puis comme je ne l'ai pas regardé cette année, je peux pas commenter. Je veux pas vous en faire embarquer dans ça. Il y en a trop qui essayent de vous embarquer dans tout. Non. Mais j'aurais aimé avoir votre opinion, mais vous me l'avez dit. Ben, je vous l'ai dit. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, docteur. Bonjour, Bye, mon Robert, ça m'a fait plaisir, parce que no money, no candy. Alors, à partir du moment où je suis pas payé pour participer à cette émission-là, je regrette, vous aurez pas mes commentaires gratos. Demandez à quelqu'un d'autre, il y en a en masse du monde à interviewer sur Love Story au Québec. Sinon, ça vaut son pesant d'or. Bon, alors on part à madame, Lucie. t'as tout compris. Bon. No money, no candy. Bonjour, Lucie. Bonjour. Bonjour, Lucie. Bonjour. Je suis une jeune femme de 31 ans. Oui. Ça va être surprenant, vous allez peut-être être surpris, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie présentement. J'ai deux jeunes enfants de 11 mois et 4 ans. Et ce qui m'a apporté le plus de difficultés dans ma vie, c'est la religion catholique. J'en suis pas surpris du tout. Et à 31 ans, c'est pour ça que c'est surprenant. Oui, parce Non, les attitudes, Janine, les attitudes de la religion catholique, particulièrement parmi la gente féminine au Québec, a à peu près pas changé depuis 40 ans. Qui se perpétue, parce que tu dis, à 31 ans, non, l'influence a été beaucoup moins directe votre mère a quel âge, des Lucie? personnes plus... elle a 59 ans. Ben oui. Votre mère, est-ce qu'elle est catholique pratiquante? Très pratiquante. Ouais. Elle m'a emmenée dans un mouvement religieux catholique quand j'étais jeune, à l'âge de 9 ans. Alors c'est Tu clair. comprends-tu, Jeannette? Oui, tout à fait. L'influence a été très directe, ça a été maternelle. Ben oui. Écoute, la bonne femme a 59 ans, monsieur, puis écoute, elle mange la balusse à pleine planche. Et c'est quoi vos difficultés, Lucie? Bon, je vous écoute. Ça a l'air drôle à dire, là, mais j'ai beaucoup de difficultés, malgré que j'ai deux jeunes enfants, à éprouver du plaisir. Ben, c'est bien évident. Parce que... Surtout sexuel.
Oui, je me sens coupable. Ben oui. Puis aussi parce que moi, quand j'étais dans ce mouvement religieux-là, j'ai compris... Votre mère, elle a eu combien d'orgasmes dans sa vie? Je sais pas. Avez-vous demandé? Non. C'est important que vous lui demandiez si elle a déjà orgasmé. Elle lui répondra pas. Oh oui, Elle va lui la bonne femme répondre. va être obligée de répondre. Non, vous demandez à votre mère, maman, as-tu déjà eu un orgasme? D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, ben oui. En as-tu déjà eu? Oui, avec mon conjoint. Non, vous n'avez déjà eu, Lucie. Oui. Et demandez cette question-là à votre mère. OK. Et vous allez comprendre, vous allez faire le lien avec votre incapacité à ressentir du plaisir. Mais j'en ressens, comme je vous dis, mais j'ai tendance à me sentir coupable de par l'enseignement que j'ai reçu à l'intérieur de ce mouvement religieux-là. Non. Laissez le mouvement religieux tranquille, c'est votre mère. Les dommages viennent carrément de votre mère. Mais là, Et l'illustre père. Ben, c'est ça. Mon père est un grand perfectionniste. Et moi, c'est ça. Attendez que parler, dites un peu plus de ce grand homme. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Un grand perfectionniste très propre, très à cheval ses principes, je dirais, dans le sens que tout faut que soit en ordre, tout soit bien classé, tout soit à sa place. Savez-vous le problème avec ce genre d'homme-là? Ce sont à peu près les pires amants qui peuvent exister sur la Terre. Parce que tout doit être fait très, très propre, avec beaucoup de perfectionnisme. Ce sont des éteignoirs de concupiscence. Ouais. Votre mère a jamais joui. C'est pas parce qu'elle avait le piton collé, c'est que votre père était trop niaiseux pour l'activer. Ben, tu sais, en tout cas, qu'ils se sont laissés quand j'avais ça, 13 ans à peu près, qu'ils se sont séparés. J'ai été très marquée par le divorce parce que pour moi, la famille, c'était très important. Oui. Puis... Hey, votre mère était tannée, là. Vous savez, faut non, c'est le mouvement religieux. Quand elle est rentrée dans le mouvement religieux... Attendez, crissez-nous un peu avec la religion 2 minutes, s'il vous plaît. Tu sais, arrêtez. Ça l'a marqué, Pierre. Bon. Arrêtez avec la religion, là. Bon. Alors là, parce que la religion, c'est un accessoire. Dans son histoire, dans l'histoire de Lucie. C'est un accessoire. L'essentiel, c'est vos 2 zigotos. OK? Bon. Avez-vous pensé, là, quand vous aviez 13 ans, puis lors de la séparation, ça faisait combien d'années que vos parents vivaient ensemble? Ça faisait autour de 15 ans à peu près. Bon, en 15 ans, votre père a copulé votre mère à peu près combien de fois au total, là? J'en ai aucune idée. Pas de réponse à ça. Mettons-le 3 fois par semaine. Une moyenne de 2-3 fois par semaine. Voyez-vous, ça fait 100 fois par année. Ça fait 1500 fois. Comment se sent une femme quand ça fait 1500 fois qu'elle se fait fourrer sans jouir? OK? Je sais pas. Allez réfléchir. Bye, Lucie. Ah non, mais je voulais juste vous demander quelles erreurs ne pas faire avec mes enfants. Non. Allez réfléchir avant. Laissez faire les erreurs, les recettes, là. Tu sais, c'est pas une secte ici, là. Alors, vous avez 31 ans, vous êtes une femme intelligente, allez vous servir de votre tête. OK? Bye. On va déblayer l'inconscient, Janine, puis je suis pas inquiète. Elle n'aura pas besoin de recettes pour élever 2 gamins. Ça va être du gros nettoyage, par exemple. Yes. Ça va être du gros pelletage. Tu sais, Janine, une femme qui se fait fourrer 1500 fois sans jouir, là. Elle va pas être un grand vecteur de plaisir dans son entourage, probablement. Parce que ça doit être hautement frustrant. C'est notre tradition, vendredi, vos préoccupations, vos sujets, et on parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Dr. Maillot. Je m'excuse, j'ai un petit peu la grippe. Allez-y, Joanne, pas de problème avec ça. Je vous écoute assidûment depuis 10 ans et je vous aime beaucoup. Vous m'avez aidé dans plusieurs sujets qui m'ont d'ailleurs touché parce que je les avais vécus. J'ai 50 ans, je suis une mère de 2 enfants et 2 petits-enfants. Je vis avec un homme depuis 20 ans. Je voudrais vous faire un petit peu une rétrospective de ma vie. Oui. J'ai vécu de l'inceste. Ouais. Mon père est décédé, j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai été violée à 15 ans. Attendez un peu. L'inceste, c'est avec qui? 2 oncles. Ah, bon. Okay. 2 oncles, maternels ou paternels? Maternels. Pourquoi je vous pose cette question-là? Je ne sais pas. Vous me demandez pourquoi vous me posez la question si c'était maternel. Vous savez, l'inceste, là, c'est une tare familiale. L'inceste roulait dans la famille de votre mère. Oui. Est-ce que votre mère a été incestuée? J'en ai aucune idée. Ça vous a jamais tenté de lui demander? On peut présumer. On peut présumer. Si 2 oncles vous ont incestué, votre mère a probablement... écoutez, c'est des tares familiales.
Probablement. Oui, puis ça se peut-tu, Pierre, qu'elle ait perdu son protecteur? Quand à 14 ans, son père est mort, c'est pas dans la même lignée, là. Ça se peut-tu? Je sais pas. Joanne? Est-ce que votre père était au courant? Là, non, je crois que non. Il n'a jamais été au courant? Non. Puis vous étiez petite fille quand ça se passait? Oui, j'étais petite fille. Bon. Mhm. Continuez. Alors, vous avez été violée par qui? Par un homme, à l'âge de 15 ans. Un inconnu? Un inconnu. Un inconnu. Et le compte, je suis tombée enceinte. Alors, ma mère m'a obligée à me faire avorter. Oui. J'ai eu de la misère un petit peu avec ça. Ensuite, je me suis mariée. Attendez. Wow. Je vais vite un peu. Hein. Non. C'est que vous surfez vite. Je surfe vite de ma vie. Mm-hmm. Vous avez été violée par un homme. Parlez-nous de ça, ce viol-là. C'est que je vous parle de ça. C'est un viol. Je marchais dans la rue, puis j'ai été violée. OK. Je revenais de l'école. Avez-vous vu l'agresseur? Oui. Un homme de quel âge? À ce moment-là, lui, il avait 20 ans. Un type de 20 ans? Oui. Est-ce qu'il a été retrouvé? Disons que ce qui est arrivé, c'est qu'il a payé la moitié de l'avortement. C'est tout ce qui est arrivé. Parce que ma mère voulait pas qu'on en parle, parce que c'était des hontes de la famille. Est-ce que cet homme-là, ce type-là de 20 ans, était connu de vous? Je l'avais déjà vu, oui. Okay. C'était quelqu'un que vous connaissiez? Oui. Puis il a sauté sur vous? Disons qu'il m'a emmené, puis il disait qu'il voulait jaser avec moi. Un petit peu naïve, moi de mon côté. Oui. À 15 ans, on était un petit peu naïfs. Oui. Alors, il m'a emmené, puis je suis allée jaser avec, puis c'était correct. Puis là, à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé, même si je voulais pas. Et ça s'est produit où, ce viol-là? Dans un appartement. OK. Est-ce qu'il y a eu usage de force quelconque? Oui, parce que je voulais pas. Est-ce qu'il y a eu usage de force, et si oui, quelle force? Disons qu'il me tenait les bras, là. OK. Mm-hmm. Immobilisé. Il nous a immobilisé. Exactement. OK. Ensuite, et attendez un peu. Oui. Il y a eu combien de relations sexuelles? Une seule. Oui. Suite à ça, vous êtes devenue enceinte? Oui. Et là, votre mère, supposément, vous a obligé à l'avortement. Bien sûr. Expliquez-nous ça. Comment une petite fille peut se faire violer, devenir enceinte et vouloir porter le fruit du violeur? Disons que c'est sûr que j'aurais pas voulu porter le fruit du violeur, là. Mais c'est sûr que c'était l'avortement qui était la meilleure solution pour moi. Comment ça se fait que votre mère est obligée de vous obliger à l'avortement, alors que normalement, la plupart des jeunes filles de cet âge-là qui sont violées vont demander l'avortement et rapidement? Puis il a l'air d'avoir un petit peu d'amertume là, derrière ça. Oui, Pierre, vous sentez ça dans la voix? Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je veux dire, c'est sûr que je voulais pas le garder, cet enfant-là, là. Mais j'avais comme peur de ça, l'avortement aussi. Là. Moi, c'était l'inconnu pour moi, là. Oh, ouais. À 15 ans. Ouais, vous allez nous faire croire ça, vous, là? Aujourd'hui, j'ai 50 ans. À 15 ans, là, vous aviez plus peur de l'avortement que d'une grossesse avec un violeur? Joanne, c'est pas sérieux. Je ne vous crois pas. Les deux, Dr Maillot, les deux, j'avais peur de tout. Non, mais entre deux peurs, on convient-tu que l'avortement, c'est autrement moins épeurant qu'un accouchement, surtout quand on s'est fait violer à 15 ans? Ça dépend comment ça a été présenté. Voyons, non, Joanne, Janine, j'embarque pas, là. Elle est en train de nous frémer, là. Non, je vous Hey, c'est pas une jeune, là. Vous avez 50 ans. Ça fait longtemps que vous jouez avec ça dans votre tête. Oui, c'est sûr. Alors que vous mentiez à vous-même inconsciemment, j'ai pas de problème avec ça. Non, j'embarquerai pas dans vos mensonges à vous-même. Non, je me mens pas à moi-même. Là. Ouais, votre mère vous a obligé à l'avortement, là. Ça passe pas, ça, là. Oui, moi aussi, j'étais d'accord à l'avortement. C'était quoi le problème autour de ça? Je veux dire, ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire... L'avortement, est-ce que l'avortement n'est pas devenu une occasion de représailles envers cette mère qui vous a livré sexuellement à deux oncles? Quelle que soit la décision, c'est ça. Je sais pas, je peux pas vous dire. Oh. Ça sonne quoi, ce que je viens de dire? J'ai de la misère à comprendre ce que vous dites. Bon, reprenons. Qu'est-ce que vous avez de la misère à comprendre là-dedans, là? J'ai de la misère à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que moi, je voulais me faire avorter. Je voulais pas porter l'enfant d'un violeur. Ça, c'est officiel.
Mais en même temps, ma mère qui m'obligeait à me faire avorter, c'était rapide, puis fallait pas que la famille le sache, puis tu sais, c'est devenu tout mêlé dans ma tête, comprenez-vous? Ouais. Puis comment Oui, ça s'est et fait? pourquoi c'était mêlé dans votre tête? Pourquoi c'était mêlé dans ma tête? Yep. Ça, Parce je que le sais cette même salope-là, pas. quand vous faisiez pogner et pognasser par vos deux oncles, ses deux frères, elle était où, la bonne femme? Je sais pas. Elle devait être en haut, j'imagine. Ah, Alors qu'elle avait des informations. On plus- n'était pas tout seul, on était peut-être 4-5 qui subissaient de l'inceste là en même temps. En oui, plus. c'était le bordel. Oui. Hein? C'était le pognassage en règle. Ouais, mais durant Est-ce que la salope était au courant? disons que moi, je lui en ai parlé, j'avais 18 ans. Arrête donc! Donc, bien des années après. Oui. Ben oui, vous auriez dû y en parler avant. Mais Pierre, elle avait des informations privilégiées, la mère, pourtant, parce que... Probablement. Ah, la gang de charognardes. Ouais. La gang de charognardes. Mais en tout cas, pour faire une rétrospective. Ouais. Mais Puis comment- quand c'était quelqu'un d'autre que ses frères qui vous a engrossé, oh là, ça pressait l'avortement. Mhm. Ils sont allés où avec sont allés jusqu'où ces deux frères avec vous dans Ah, moi, j'étais juste... moi, j'ai pas eu de pénétration. C'est pas. Je vous ai-tu demandé ce que vous avez pas eu? Non, jusqu'où sont allés? Merci, madame. Vous avez 50 ans, je vous rappelle, hein? Je vous traiterai pas comme une gamine cet après-midi. Vous en êtes pas une, madame. Non, je le sais, mais Il moi... commencerait à être temps que vous agissiez et parliez et vous vous regardiez comme une femme de votre âge. Ben, docteur, Parce que là, c'est la scale, hein? Dans 10 ans, vous allez avoir 60, vous allez être prêt pour le club de l'âge d'or, les berceuses. OK? Ouais. On s'enlève les doigts dans le nez, Joanne. Ouais, mais j'en ai suivi des thérapies. J'ai fait une... Joanne, j'ai-tu demandé si vous aviez suivi des thérapies? Des thérapies bidons, là, au Québec, là, c'est plein. Ben, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que Je j'en le ai sais, suivi une thérapie au CLSC à Trois-Rivières, puis ça n'a rien valu. Je le sais. En plus. Ça vaut rien. En pas plus, surpris. Pierre. Ça vaut rien. pas J'ai fait surpris. 1 mois en psychiatrie pour une grosse dépression majeure, puis on m'a envoyé là, puis ça vaut rien. Oui. Absolument rien. Alors, oui, parce que vous savez, avant même de suivre une thérapie, il faut s'enlever les doigts dans le nez. Hein? Oui. Mais Et accepter de regarder une réalité J'ai qui... passé ma vie Votre à- mère, là, est-ce qu'elle est encore vivante? Non, elle est décédée. Ça fait combien de temps? Ça fait 17 ans. Ça a fini comment, cette histoire-là, avec la bonne femme? Comment ça a fini? Ouais. Ben, vous voulez dire comment ça a fini avec ma mère? Oui. Ah, ça a bien fini. Elle est morte d'un cancer. Ah, ça a bien fini. Ben, je veux dire, j'en ai pris soin. Je suis fille unique. Ben, J'avais pas le choix en d'en prendre plus, soin. hey, apprends soin de la charognarde. Joanne, avez-vous réalisé ce que vous venez de dire? Ben, c'était ma mère. Ah, c'est... Eh oui, mais Joanne, Mais vous lui en veut. descendez d'où, vous, là? Pardon? Vous descendez d'où, là? De Ben- quel nuage, de quelle stratosphère vous descendez? Ben, je descends pas d'aucun. Oui, c'est ma mère. C'est une charognarde, mais embrasse-moi. Pendant combien d'années vous avez pris soin? Ben, pendant 1 an. 1 an. Mhm. Vous l'avez gardé chez vous? Ben, je l'ai gardé chez nous jusqu'au temps où les médicaments le Hey, permettaient plus. la charognarde livre sa petite. De quel âge à quel âge avait été incestuée par ses deux frères? J'ai peut-être 2 ans, de 5 ans à 7 ans, là. De 2 ans à 7 ans. De 5 ans à 7 ans. De 5 ans à 7 ans. Un bébé, des tout petites. Puis vous étiez seule fille. Vous aviez des petits frères? Non, je suis fille unique. Fille unique, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez parlé de d'autres qui Non, s'étaient c'était fait... les cousines? enfants de cet oncle-là, oui. OK, les cousines. Mhm. Et... Mais, La charognarde savait tout ça et vous êtes allé prendre, vous avez accueilli ça chez vous pendant 1 an. Pas votre meilleur, ça, là, Joanne. Bye. Pour revenir 2 secondes sur l'histoire de Joanne, la mère qui l'oblige, qui la force à se faire avorter, elle a enlevé à sa fille la chance de se venger en faisant honte à sa mère. Et que l'histoire s'évente. Ouais, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'hostilité refoulée Ouais. là-dedans. Et écoute, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre l'absence de désapprobation ouverte des femmes face à l'inceste. Écoute, sa mère était complice. Ses 2 frères pognaient le derrière de la petite de 5 à 7 ans. Pierre. Ils ont continué. C'est familial. Il est Puis cette souvent- maudite salope-là, écoute, le savait. Elle était en haut. Il pognait le derrière de la petite en bas. Jamais intervenu. Puis elle s'en va garder ça quand elle est moribonde. Hey!
Combien J'en de fois? reviens pas, moi. Mais Je Pierre, n'en reviens pas. Combien d'appels on a eu de femmes qui avaient été incestuées et qui amenaient leurs propres enfants quand ils ont... Tu sais, plus tard, là, gardés par le grand-père. Combien de fois? Comment? Fréquent. Les petites filles qui ont été... En tout cas, leurs mères ont été victimes de... Tu dis, est-ce que tu peux perdre ton jugement quand tu as subi l'inceste, Pierre? La lâcheté... Et que c'était un secret collectif, là. Vois-tu, la lâcheté féminine a un prix extrêmement élevé pour les petites filles. Lorsque des femmes sont lâches et qu'elles ont la charge de jeunes enfants, ça peut être extrêmement onéreux pour une société, pour l'équilibre mental des futurs citoyens. Mais la mère... On rit pas, là, c'est pas une question de morale ici. C'est une question d'équilibre social. Mais il faut que tu reconnaisses tes propres dommages, Pierre. Admettons que sa mère a été incestuée, elle aussi. Y a pas de... Elle sait très bien. Joanne est consciente à 50 ans, toute consciente de ça. S'en va garder la vieille maudite charognarde, monsieur, parce que c'était sa mère. Dors les meubles, sacrement. Hey, désapprouvé, grouillé, faites de quoi? Passer le message au moins que c'est pas correct pour une mère d'être complice d'inceste, voyons. Ah là là. Bon, on va parler à Martin. Bonjour, Martin. Vous doigts dans le nez de temps en temps? Martin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour, Martin. Présentement, je vis une période assez difficile à l'école. J'ai commencé l'université en janvier. Puis depuis ce temps-là, on dirait que j'ai un très grand manque de motivation. Puis ça a commencé avec l'université, mais pourtant, j'avais tellement hâte de commencer. Puis là, on dirait que tous mes problèmes personnels font surface. Puis je vais vraiment pas bien. Là. Je sais vraiment pas quoi faire. Problème personnel? Je sais pas, là, la motivation, ma situation familiale. Vous vivez encore chez vos parents? Oui, je suis encore chez mes parents. De quoi parlez-vous? Problèmes personnels font surface? Ça ne me dit strictement rien, Martin. Je sais pas, là, c'est peut-être la situation, parce que présentement, je vis avec mon père et ma belle-mère. Oui. Puis j'ai jamais été capable de l'accepter, elle, on dirait, puis je sais pas, c'est comme si je vivais avec un inconnu, puis j'ai de la misère avec ça. Ça fait combien d'années qu'elle est dans le portrait, la belle-mère? Ça fait 8 ans. Là. 8 ans? Oui. Vous avez quel âge, Martin? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans? Jusqu'à 12 ans. Début de l'adolescence. Et il est où le problème? Problèmes personnels font surface. Alors, vous dites votre père, votre belle-mère. Oui. Mais il est où le problème avec la belle-mère? Je sais pas, c'est comme c'est pas un type de... je suis pas capable de l'accepter. C'est pas un type. Finissez vos phrases, Martin. Déculottez votre pensée pour une fois. C'est la personnalité. J'ai un problème de personnalité, différence de personnalité avec elle et moi. Non, j'ai un problème de personnalité. Qu'est-ce que vous dites là, Martin? Non, pas moi. Je parle elle. J'aime pas sa façon de penser. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, expliquez-vous. Prendre les choses un peu trop à la légère, des choses que moi je trouve importantes, puis que elle porte pas attention à ça. Donnez-nous des exemples. Disons là, des exemples assez banals, là, mais pour moi c'est important. Là, je sais pas, le ménage ou tu sais, des questions d'hygiène. Elle vous oblige? Non, c'est ça, mais c'est parce que je vis dans cet environnement-là quand même. Expliquez-vous, Martin, vous êtes nébuleux, vous êtes un universitaire éthéré. Oui, je sais. Alors, vous avez le coco comme de l'éther. Vous avez l'art de parler comme beaucoup d'individus brillants et ne rien dire. Ouais. Essayez de dire de quoi. Alors, c'est quoi le problème? Façon de penser, ménage, hygiène, j'ai rien compris. On dirait que ça me fait quelque chose quand que je vois quelqu'un qui travaille pas dans ma maison puis qui fait pas grand-chose pour aider la maison. Là, c'est juste ça. C'est-à-dire, êtes-vous en train de dire que la bonne femme est paresseuse? Pas paresseuse, c'est incapable de rester à la maison. Faut qu'elle travaille. Elle peut pas rester à la maison puis s'occuper de la maison. Là, c'est vraiment... votre père doit pas la faire vivre non plus. Il faut qu'elle travaille, oui, non? Justement. Non. Quoi, non? Mais Janine, moi, quoi? Regardez, là, vous vous lancez moi, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Toi, tu sembles comprendre, là, mais moi, je comprends rien, là. Je crois comprendre, écoutez. Bon, OK. Il parle il dit qu'elle travaille à l'extérieur, c'est ça, Martin? Oui, elle travaille un petit emploi, là, mais tout ça juste pour dire parce qu'elle veut pas rester à la maison, là. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi l'affaire? Mais ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec ça. Ça, je me demande. Pourquoi ça m'a... Vous êtes incapable d'accepter qu'elle ne reste pas à la maison? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans ce sacrement de maison-là? Je sais bien, monsieur. Mais
Je sais pas, là, c'est... Ben là, si vous ne savez pas, votre c'est discours pour ça que j'appelle, ressemble à un côté très puéril, Martin. Ça fait enfant, pas à peu près, là. Bon, vous êtes incapable d'accepter qu'elle reste pas à la maison. Non. Pour faire quoi? C'est pas tout à fait ça, là. Est-ce que la cabane est sale? Non. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, là? Y a-tu quelqu'un d'autre dans la maison? Y a-tu des enfants? Oh, oui, il y a 3 enfants. Qui ont quel âge? Ils sont jeunes, là, en bas de 10 ans, là. À elle? Oui, C'est c'est pas- ça, ok. elle et mon père. Ah bon? Ben là, c'est pour ça que je vous demande, il est où le problème? Bon, alors on commence à avoir le portrait. 3 enfants Oui. jeunes qui ont quel âge? Moins de 10 ans? Oui, c'est ça. Qui s'occupe des enfants? Elle, puis moi, souvent, je suis forcé de les garder aussi, là. Bon, merci. Alors, vous êtes C'est ça, utilisé ouais. comme gardien des gamins? Oui, c'est ça, souvent. Eh ben, alors là, vous n'êtes pas impressionné par l'instinct maternel de la bonne femme? C'est ça. Bon, ben pourquoi elle ne l'avait pas dit en partant? Ouais, mais j'étais pas capable de le visualiser, ça, là. Ça, là, ça vient. Êtes-vous sérieux? À 20 ans, universitaire, vous n'êtes pas capable de visualiser que la bonne femme est sans cœur? Ah. Est-ce que c'est ça que vous vouliez nous dire ou si je mets des mots dans votre bouche? Ouais, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ben, c'est pas ça de même. Puis- Ça fait juste y ressembler. Puis Martin, vous avez quoi? L'impression qu'on décharge sur vous les responsabilités de cette femme-là? Ouais, un peu, là. Ben, un peu. Parce que mon père, Expliquez-vous. il met sur le même pied d'égalité qu'elle pour ce qui est des tâches, là, puis... Pardon? Mon père me met sur le même pied d'égalité qu'elle pour ce qui est des tâches ménagères, là, comme juste la vaisselle, les petites choses de même. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est souvent absent, puis souvent qu'autrement, là, il est pas vraiment présent. Quelle poisse, quelle patente à gosse. Ça vous a jamais pas tenté de demander un prêt bourse puis d'aller en appartement, Martin? Non, Hein? trop immature. C'est bête, hein? Trop immature. Ouais, mais il l'exploite, là. Hey, votre mère est où? Ouais, ma mère, je l'ai quittée pour venir vivre avec mon père, je pense que c'est pas bien. Ben oui. Hein? Je pense que vous avez besoin d'une maman, mon Martin. Ah. Hein? Besoin d'une maman, besoin d'un père. Eh boy! Le père a pas l'air à être, hein? Trop là? Non. Bad. Alors, c'est un désillusionné. Ouais. On accueille tout de suite François. Bonjour, François. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, François. J'étais un peu ébranlé, là. Je viens juste de voir qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais engagé comme ça. Allez, expliquez-vous. Je me suis fait agresser, j'avais 10 ans. Puis, il m'a assez bien manipulé pour me faire voir que c'était le fun puis que c'était normal. Puis là, ben, je l'ai reconnu il y a pas longtemps à TV, dans un reportage. Puis là, ben, je sais pas quoi faire. Je devrais-tu... j'ai plusieurs moyens de trouver une vengeance. Puis, je sais juste pas quoi faire. Je devrais-tu aller voir la police, quelque chose, ou juste aller en parler à quelqu'un puis laisser passer ça? Bonne question. Oui. Parce que là... Comment on tout reçoit le monde les m'a hommes toujours qui dit- déposent des plaintes? Tout le monde m'a toujours dit que t'es un gars très, très agressif, tu fais peur. Mais j'étais un gars tellement doux en dedans. Puis là, j'étais dans l'auto, je vous écoutais, puis ça a cliqué avec la dernière, là. Dans quel sens? Ben, je sais pas, pourquoi je suis enragé, pourquoi que tout ce que j'ai fait dans ma vie, même si mon père était alcoolique chronique puis que ma mère était une droguée, j'ai quand même toujours été pas heureux, mais bien quand même, tu sais. J'étais bien psychologiquement. J'étais le seul qui était bien dans la famille, tu sais. Puis ça, ben, ça m'a fait très, très... ça vient de fesser, là. Ça a tellement fessé, là, vous avez aucune idée comment. Oui. Quel lien avait l'agresseur avec vous? C'était un ami, comme ça, j'avais rencontré, il avait 18 ans, j'en avais 10. Un ami. Moi. Puis il n'y a pas personne qui a cliqué. Non. Puis il venait chez nous, j'allais chez eux, il n'y avait pas de problème, là. Je vous dis, je suis tellement mauvais, là. Là, il allait chez vous. Votre père est alcoolique? Pardon? Votre mère était droguée? Oh, oui, ma mère, on arrivait chez nous, puis regarde, là, c'est moi, il fallait que je fasse manger mon frère, là. OK. Elle se droguait à quoi, votre mère? À cocaïne, là. À poudre? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle se prostituait un peu avec ça? Non, jamais. Comment faisait-elle pour payer sa poudre? Ben, c'est du verre moyen. Hein. Mon père avait... C'est du verre moyen, là. Puis je sais qu'elle a perdu sa maison puis tout, là. Ouais, elle a tout mangé. Ouais. Elle a mangé de la marde, là. Mais... Puis le grand, lui, le pédophile de 18 ans, s'occupait de vous? Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça a été long? Ça a duré C'était- longtemps, Ça François? a duré un bon 6-7 mois, là. Mais ça s'est arrivé 2-3 fois, là. Pas plus que ça, mais je sais, je veux pas rationaliser non plus, là.
Je vous dis, je suis tellement enragé, là, j'irai le voir là. Si j'allais le voir là, je me ferais rentrer dedans 25 ans. Ouais. Mais je pourrais-tu faire passer ça, sa folie passagère? On comprend-tu, là? Ça me tente pas pantoute, moi, là. Mais comment vous l'avez vu à la télévision? Je l'ai vu à la TV, il y avait... Ça fait un bout que je l'ai vu à la TV, ça fait vraiment un bout, là. Ça doit faire 2 ans. Puis j'ai toujours eu... Il a passé à la télévision. Oui, il a passé à la TV pour un reportage. Je sais pas si vous vous souvenez, le gars qui avait stoulé les trois ou les 2 noirs, qui avait vraiment tabassé un gars. Oui. Vous souvenez-vous? Ouais. Le gars avec le chien, là. Je me souviens pas de ça. En tout cas. Oui. Moi, je m'en souviens, qui étouffe pas. Oui. Ça vient juste de cliquer, là. Oui. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, ça vient de cliquer, là. Puis pourquoi je suis enragé de même, puis pourquoi n'importe quoi va me faire pogner les nerfs. J'ai même pensé à un moment donné, j'étais schizophrène. Je prends des Seroquel, voyons donc. Est-ce que ça pourrait, Pierre? Mais comment on est reçu? Comment un homme est reçu quand il va déposer une plainte dans un poste de police, Pierre, dans des cas comme ça? Si ça vous tente, ça vaut peut-être la peine d'être exploré. Ben, d'être exploré, mais c'est parce qu'en même temps, j'ai... Ouais. Vous avez quel âge, là? Je l'ai 27. 27? Oh, oui. oui. Ça fait un bout, là. Parce que François, savez-vous une chose? J'ai vécu avec ça, puis j'ai vécu de la merde pendant tout le long, puis je me demandais c'était quoi, puis je mettais ça sur la faute à mes parents, à tout ce que j'avais vécu. Ah, voyons donc, là, je suis capable de vivre avec ça, là. Non, c'est bien évident que vos parents, écoute, un alcoolique avec une droguée, qui élève des enfants, c'est bien évident qu'ils sont fautifs. J'en ai parlé, je l'ai ventilé, là. Vous comprenez? J'ai tout compris ce que j'avais à comprendre là-dedans. Vous avez pas... Non. Écoutez, un enfant, un garçon qui est élevé par une droguée, puis le bonhomme, c'est un ivrogne, là. Wow. C'est pas ventilation. J'ai fait autrement plus de chemin, vous pouvez passer, M. Mailloux. Non. Je vais vous dire, c'est juste là, ça vient juste de cliquer. Je me demandais c'était quoi la rage que j'avais. Oui. Je me demandais, puis ça vient tellement de cliquer, là, François. Non, c'est votre prérogative. Vous exercez votre liberté. Et si vous voulez aller porter plainte, c'est sûr que vous pouvez. Puis il pourrait rendre service peut-être à d'autres, parce que si le monsieur a commencé quand il avait 18 ans, il y a peut-être plein d'autres victimes. Ça pourrait être quelque chose, là. C'est un autre élément. Qui pourrait, mais peut-être convaincre François de peut-être affronter. Ça pourrait... Comment t'appelles ça? Crever un abcès? Oui, possiblement. Pierre, ça fait un petit peu penser... L'histoire de François, là. Oui. Je sais pas si vous avez regardé cette semaine. Au point, il y avait les Autochtones qui commencent à sortir l'histoire des abus sexuels dont ils ont été victimes. C'est en Abitibi que ça s'est passé, tout ça. Et eux disaient que c'était par les aveux de Nathalie Simard que ça leur avait donné le courage de dénoncer tout ce qui s'est passé là. Parce que quelqu'un qui disait, il aurait fallu peut-être dire à François de s'adresser à la Fondation Nathalie Simard. Et pourquoi pas? Hein? Pour supporter dans une démarche qui est très difficile, chargée émotivement au maximum. Ça dépend. C'est du cas par cas, ces histoires-là. C'est ça. Il y a plusieurs avenues. C'est du cas par cas, ces histoires-là. Est-ce qu'il y en a qui choisissent, à partir du moment où le bourreau est identifié, de garder ça pour eux? Ça se peut-tu? Il y a toutes sortes parce qu'ils sont pas capables d'aller au fond, c'est trop. Il y a toutes sortes de réactions. Et avant de donner des conseils dans ce domaine-là, on a avantage à être prudent. Certainement. Parce qu'il peut y avoir énormément de déceptions. En bout de ligne, c'est ça. Toi, tu déballes toute la souffrance d'une enfance, puis c'est pas reçu. Écoute, ça peut tourner de toutes sortes de façons en cours, ces histoires-là. Puis les preuves sont-elles blindées? N'oublie pas que le père est alcoolique, la mère est une droguée. Et ça peut se retourner contre François? Ça va vous dire, il va voir ses parents se faire gommer, puis pas à peu près, là. Ouais. Je ne sais pas si les parents sont vivants encore, ou, tu sais, je sais pas. C'est toute une histoire. Puis établir ta preuve aussi. Tu sais, y a-tu eu des témoins? Puis ça doit pas être facile. C'est pas une sinécure. Non. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un domaine où il y a des fausses déclarations de plus en plus fréquentes. Oui. Puis les policiers reçoivent ça. Il y a des policiers qui reçoivent de façon très, très dure des aveux d'inceste comme ça, ou des dénonciations d'inceste pour jauger la personne qui est en avant, justement pour éviter les fausses dénonciations. C'est pas évident. Non. On parle à Francine maintenant. Bonjour Francine. Bonjour. Bonjour Francine. Bonjour. Moi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous dire que je vous félicite puis je vous aime beaucoup. Puis comme la madame a dit tantôt, ceux qui veulent pas vous écouter, qu'ils changent de poste, mais moi, je vous adore. Bon, là, je voulais dire le Kirpan. Je voulais juste parler du Kirpan, parce que les gens,
disent en Ontario, mais moi, j'ai vécu 40 ans en Ontario. Oui. J'ai travaillé dans une école pendant 15 ans. Et puis, je vais vous dire que les Ontariens, les Anglais sont beaucoup plus flegmatiques. Vont moins monter vite aux barricades que les Français qui sont plus... ils ont une culture qui monte plus vite, là, qui s'énerve plus vite. Plus émotif. C'est peut-être pour ça que en Ontario, on en passe plus parce que ça roule comme ça, puis ça va bien, puis les gens sont beaucoup moins énervés puis excités. C'est ça que je veux vous dire. Et je voulais vous dire aussi une différence culturelle. Ah oui, c'est culturel. Moi, je suis sûre de ça, oui, convaincue. Et puis, quand vous avez dit aussi à Tout le monde en parle, moi, depuis ce temps-là, je le boycotte, je l'écoute même plus, là. Je trouve ça assez effrayant que le monde ne puisse pas faire la différence entre affirmer quelque chose et dire qu'est-ce qu'on a entendu dans un... voyons, vous avez les mots manquent. Ouais, rapporter des études. C'est ça, vous avez sont rapporté enseignés à l'Université de Montréal. C'est ça, vous n'avez pas dit que pour vous, les Noirs étaient moins intelligents. Jamais de la vie. Vous avez tout simplement rapporté une étude. Oui, qui est enseignée depuis des années à l'Université de Montréal. En Et tout cas, là, oui, Et ça où m'a ça vous prouvé... touche, Francine? Hein? Où ça vous touche personnellement, toute cette histoire-là? Moi, ça m'a prouvé, là, que Dan Bigra, déjà, je l'aimais pas tellement, là. Puis je le trouvais, en tout cas, moi, ça m'a prouvé ce que j'ai toujours pensé, là. De voir les yeux qu'il faisait, là, c'était terrible. Et j'ai dit, il va le tuer, Christy. Ça avait été deux fusils. Il y a une couple de personnes qui étaient présentes. Il y a une couple de personnes qui étaient présentes à un moment donné, qui ont craint qu'ils se lèvent et qui deviennent menaçants. Mais du haut de ses 6 pieds de bois, me faisait pas peur, le tarlat. Mais c'est pas ça. Pas peur n'importe quel. Non, mais on dirait qu'il n'a pas vieilli, ce gars-là, je le sais pas. Il y a des problèmes, des gros problèmes, tant qu'à moi, entre les deux oreilles. Non. Voyons donc! C'est un homme! C'est un homme! Et deuxièmement, c'est un homme au grand cœur! Il fait des belles choses, je peux pas dire là pour le refus, je sais pas, je connais pas ça. Écoutez, il fait des choses extraordinaires pour la société. Oui, ben, en tout cas, j'avais c'est un atout. Écoutez, le Québec sans Dan Bigra, là, c'est le Québec dans les caniveaux. Lâchez-moi tout de suite avec cette histoire-là, moi, t'as dit. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez stupide, mais moi, je l'ai boycotté, je lui ai dit non. Moi, le Kirpan, on va en entendre parler une secousse du Kirpan. J'ai fait une revue des journaux aujourd'hui, puis que tout le monde y va. C'est un peu comme Mayou quand il a passé à Tout le monde en parle. Le Kirpan subit le même sort que Mayou. On en parle partout, tous les éditorialistes sont là-dessus. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, c'est que le monde, ils font des boules de neige avec des... moi, je dis des petites grenailles, là, tu sais, je veux dire, coudon. Mais ça, c'est-tu culturel, Francine? Oui. C'est-tu culturel, ça, chez nous? C'est très culturel, c'est vraiment canadien-français, c'est latin, ça, c'est pas possible. De faire des grosses boules de neige. Ah, c'est latin, ça, c'est terrible, là. Assez que moi, ça fait 3 ans, 2 ans que je suis à Montréal, là. Je me prive de sortir, j'ai peur de conduire dans Montréal. Et je viens d'Ottawa. Je viens pas d'une petite campagne, là. Puis j'ai peur. Je te le dis, les gens, là, la plupart, moi, je dis toujours, tiens, ils ont eu un klaxon pour Noël. T'entends pas ça en Ontario, ça fait... Tu l'entends des fois, mais c'est très sûr que rare. pour avoir vécu... Les gens respectent. Puis... Vous avez, pour avoir vécu en dehors du Québec, en Nouvelle-Écosse, écoutez, c'est pas la même conduite automobile qu'à Montréal, ça. Ben, pas en tout. Non, oubliez ça. Non. Puis moi, je suis originaire... Il y a une agressivité. Oui. Au volant. Une agressivité et t'es sans agressif, là. Ouais. La lumière change, là. Vous savez, on va finir par croire que les Québécois sont des individus extrêmement frustrés. Très frustrés. Je sais pas d'où origine cette frustration-là. Quel type de frustration? Oui. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, ça copule pas mal moins qu'on essaie de nous faire croire. Bon. Alors, c'est une piste, Francine. Bye, Francine. Bye. Parce que je peux pas croire qu'un peuple qui copule raisonnablement soit aussi agressif au volant. Impossible. Et on parle à Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour. Bonjour, Myriam. Donc, Mayou et Mademoiselle Janine, moi, je pense que vous, peut-être que vous vous souvenez de moi. Une fois, j'ai appelé pour... j'ai une petite fille de 12 ans et 10 mois. Oui. Mais puis, j'avais appelé pour résoudre un problème. Attendez un peu. Une petite fille de 12 ans ou 2 ans? 2.
Je m'excuse, mon français n'est pas si bon. Non, c'est pas un reproche. Je voulais être sûr. Non, mais la raison de mon appel aujourd'hui, c'est pas concernant ça. Je vous remercie. Je pense que c'est vrai. Quelquefois, j'ai dramatisé les affaires. Ah, je me souviens de cette femme qui était très latino. Oui, dans je suis son latino. émotivité. Je suis très contente de l'être. Ben oui, mais on est comme on est, là. Vous savez, Myriam, il y a, que ça nous plaise ou pas, certaines caractéristiques de race. Non, c'est ça. Mais moi, je respecte tout le monde pour que le monde me respecte. C'est ça la façon que je pense. C'est ça. Alors, allons-y. Bon, bonjour. C'est ça la première chose que je voulais vous dire. Puis la raison de mon appel aujourd'hui, c'est... hier, j'étais en train d'attendre à la télé l'affaire de Kirpan à l'école. Oui. Puis je ne sais pas, peut-être que beaucoup de monde ils sont appelés aujourd'hui concernant ça. Oui, puis, on a fait une tribune là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demandait aux gens de parler de leur vécu, de leurs affaires, parce que hier aussi, Jacques Fabi et tout ça, ils en ont parlé en long et en large. Hier, j'avais pas eu le temps. Hein, et moi, je vous écoute toujours. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Doc Mayou. Les affaires, il faut l'appeler pour les noms qui sont. Puis les gens ici, en passant, sont des hypocrites. Puis ma mère toujours me parlait de vous. Puis ma soeur, le Doc Mayou, ma mère va devenir folle parce que toujours elle écoute le Doc Mayou. Moi, je dis à ma soeur, écoutez-moi, un jour, je vais prendre bon temps. Puis je vais écouter le Doc Mayou pour voir si c'est vrai que lui, il est fou ou non. Et vous êtes resté accroché. Puis moi, je suis là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les affaires sont comme ça, puis il faut le dire comme ça. L'affaire de Kirpan à l'école, je sais pas, j'ai pas entendu beaucoup qu'est-ce que vous pensez de ça. J'ai rien dit encore. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur? Vous n'avez rien manqué. Je n'ai rien dit sur Kirpan. Ok, c'est bien, parce que moi, j'ai quelque chose à dire. D'après moi, c'est ça. Moi, j'écoutais ça à la télé, puis moi, j'étais comme froide. Parce que c'est la même chose. Moi, je suis dominicaine, c'est la même chose que si je dis aux gens d'ici, il faut amener la playa ici. C'est la même chose. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut respecter... Et qu'est-ce que c'est que la playa? The beach. Apportez votre plage ici. Apporter le soleil ici. La playa à la plage. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. On vous laissera pas entrer dans les écoles avec une plage. Jamais. Mais ça serait plus magnifique que d'apporter un kirpan à l'école. Oui, indéniablement. Mais c'est ça. Moi, hier, j'écoutais ça, puis aujourd'hui, j'en parlais à mon mari. J'ai dit, écoutez-moi, moi, je suis ici, puis moi, peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord avec les choses qui se passent, mais il faut respecter, parce que quand on va dans leur pays, là, ils exigent beaucoup de choses, puis il faut qu'on suive les règles. Pourquoi ici, qu'ils ne vont pas les suivre? Parce que Myriam, quand on choisit d'aller vivre dans un pays, c'est parce que ce pays-là nous attire, ou au moins les gens qui habitent ce pays-là nous attirent. Oui, ou peut-être... D'une certaine façon, sinon, vous seriez pas venu vivre ici. Oui, ou peut-être que vous allez là, parce que moi, par exemple, mon cas, moi, je voulais voir d'autres choses, de nouvelles choses. Oui. Il faut aussi s'adapter. Il y a des choses qui sont pas correctes, mais c'est vrai, là. Mais Myriam, je vais en profiter. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Québec? Moi, ça va faire 6 ans. 6 ans. Oui. Puis moi, j'écoute les choses qui ça me conviennent, puis les choses négatives, Myriam, je les mets de côté. Pourquoi avez-vous quitté votre pays d'origine? Moi, je l'ai quitté parce que ma mère, elle a eu l'opportunité de venir ici avec ses papiers et tout. Puis il nous a offert la chance de venir ici pour voir d'autres choses, de nouvelles choses. Mais moi, je ne regrette pas d'être ici. Non, je ne vous crois pas. Pourquoi? Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Ben, c'est ça. Moi, j'ai dit parce qu'elle est venue ici, puis on voulait être mieux que quand on était là-bas. Vous vivez mieux? On voulait être mieux, comme connaître de nouvelles choses, parce que moi, je suis sincère avec vous, monsieur Mayou. Si vous ne voulez pas me croire, c'est votre problème. Mais moi, on n'était pas si pauvres, on n'était pas si riches, on n'avait pas de problème de politique, des affaires comme ça. Mais c'est ça, moi j'aime boire de nouvelles choses toujours. Alors vous allez nous convaincre cet après-midi que vous avez quitté votre pays d'origine simplement par caprice pour voir quelque chose de différent. Parce que ma mère est venue ici aussi, parce que c'est après elle qu'on est venue. Alors, pourquoi votre mère a-t-elle quitté? C'est la République dominicaine, hein? Présentement, elle vous écoute, je suis certaine, elle est au travail, mais elle vous écoute. Pourquoi votre mère a quitté la République dominicaine? Parce qu'elle voulait avoir une autre vie. Elle n'était pas contente avec la vie qu'elle avait avec mon père. Mon père, il aimait ça prendre l'alcool. Et il avait elle a dit que quand elle est partie de son pays, c'était la liberté pour elle. Bon, elle l'a quitté? Elle a quitté votre père en partant? Bon, là, c'est une affaire qui c'est un peu compliquée parce que quand elle le voit quand même, mais elle n'habite pas avec lui. Attendez, vous allez trop vite. Ralentissons le tempo. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai dit? Que je n'ai pas compris. Vous avez fait à une allusion, je vous ai demandé pourquoi votre mère a quitté la République dominicaine. Bon, vous avez dit la liberté pour elle. Oui, elle a dit ça. C'est ça la réponse qu'elle a donnée. C'est la réponse qu'elle a dit. Oui. Ah, ouais? Oui.
Oui, elle a quitté la République dominicaine pour la liberté pour elle. Donc, la liberté, si, et en parlant de mon père, elle dit comme des Mais on n'est pas libre ici. Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire, ça, la liberté? C'est ça, c'est son pensée à elle. Moi, j'ai dit à elle, parce que maintenant, j'en ai 23 ans, puis elle est ma mère, je la respecte, mais il y a des choses qu'elle a fait déjà dans sa vie que moi, maintenant, j'ai dit à elle, c'est pas nécessaire de quitter le pays. On va s'arrêter là-dessus. Elle a quitté son pays d'origine pour sa liberté à elle. Oui. Intéressant. On va se concentrer là-dessus. Parce que je suis pas sûr que je sais qu'est-ce que c'est que la liberté. Et Myriam était pas mal jeune. Si elle a 6 ans, elle a 23 aujourd'hui. Merci beaucoup, Myriam. On a quelques circuits disponibles. Je rappelle les numéros de téléphone 790-0224, 1-800-667-5241. C'est les vendredis. Et les vendredis, c'est vos préoccupations, ce qui vous dérange, dont on parle tout le temps. Alors, on parle à France? Oui, bonjour. Bonjour, Madame France. Oui, ça va bien, vous deux? Bonjour, France. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Moi, j'ai subi l'inceste par mon frère. J'avais environ 6 ans. Donc, lui, il avait 12 ans. Moi, ma question, c'est de savoir, quand tu quand abuses d'un enfant à cet âge-là, à 12 ans, est-ce que c'est un futur pédophile? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Pas nécessairement, mais pourrait. OK. Ben, c'est ça. Moi aujourd'hui, j'ai une petite fille et c'est ça. Donc, ce côté-là m'inquiète et je voulais savoir s'il fallait que je m'en méfie ou non, là. C'est peut-être pas à tort. C'est-à-dire, de quoi vous parlez, là? Vous méfiez de quoi? Ben, ma fille, elle se fait garder par sa femme. Lui, il est pas là, il est parti travailler, mais c'est comme... ça m'inquiétait un peu quand même sur ce côté-là. Là. Je voulais savoir si je serais mieux de comme on pourrait dire, checker la gaffe. En quoi ont consisté les abus? Disons, je me réveillais la nuit, puis il était en train de me faire des attouchements là, à la vulve ou des choses comme ça, là. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près 1 an, puis après ça s'est... J'en ai parlé avec ma mère, évidemment. Puis, c'est ça. Puis là, leur chambre était en haut. J'ai 2 frères, mais c'est juste un frère. C'est ça. On a fait une autre chambre en bas pour eux autres. Puis après ça, ça a complètement cessé. Là, puis je n'ai jamais entendu parler. Là. Parce que ça, je me demandais, là, mais ça à 12 ans, ça fait-tu... C'est ça qui me chicotait. Là. Quand on fait ça à 12 ans, c'est-tu juste de l'exploration ou si ça peut être un futur pédophile? Moi, c'est ça. Ça peut être des jeux sexuels d'enfants. C'est ça que je me demandais. Qui sont négligés par leurs parents. OK. Et ça peut être une tendance déviante. Est-ce qu'il y a d'autres enfants, cet homme-là? Oui, il y a 3 filles. Qui ont quel âge? 19, 17, puis 15. Puis votre fille à vous? Ah, moi, elle a 3 ans. C'est une toute petite. Oui. Fait que c'est pas pour les petites cousines là, qu'elle va chez la tante. Non, elle va se garder là. C'est ma gardienne de semaine là, pendant que je travaille. Là. C'est quand même très particulier que vous confiez un bébé de 3 ans à la conjointe du frère qui s'est livré à des attouchements sexuels sur vous. Parce que lui, il n'est pas à la maison. C'est sûr que moi, de ce côté-là, je sais quand même que ma belle-sœur en prend très... Pardon? Ma belle-sœur en prend soin, là, vraiment, là, comme il faut, là, de ma fille et de mon garçon. Là, j'ai un garçon aussi. Un petit garçon. Ouais. Puis il est jamais là durant le jour? Non, il travaille le jour. Jamais? En tout cas, il travaille, là, on travaille toutes les deux à la même place, puis il n'est pas là de jour la semaine. Est-ce que Pierre, vous auriez un doute, hein? Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Vous posez là? Ça a été limité à ce que vous sachiez, c'est un comportement qui s'est jamais répété? Je n'ai jamais entendu parler par après. Disons que je regarde ces filles aujourd'hui, je ne vois pas non plus... Parce que ça pourrait être un indice, comment il se comportait avec ses petites filles à lui aussi. Ouais. C'est très difficile. Il n'y a pas d'indice. Non. Il n'y a pas d'indice. Pour certains petits gars, l'occasion peut faire le larron, la proximité. C'est ça, il n'y a pas de contact avec eux autres. Parce que ce côté-là, c'est... Non, mais je parlais de vous. Je parlais de vous dans votre cas, là. Pardon? Je parlais de vous. Quand vous étiez toute petite, vous, et que votre frère faisait ces expériences-là. Oui, c'était surtout des attouchements, là, comme ça. Là, je me réveillais la nuit, puis il était en train de me faire des attouchements. Là. Ouais. Difficile à dire, France. Difficile. OK. Je n'ai rien à ajouter mais sur le sujet. Il faut qu'elle fasse aller ses antennes quand même, Pierre.
Comme on le dit tout le temps, ça sort de partout. En autant qu'il n'est jamais là. OK. Bon. Puis j'aurais une autre petite question, si c'est possible. Vous avez parlé cette semaine des mères qui donnent des becs sur la bouche à leurs enfants. Oui, des garçons, principalement. OK. Moi, mon petit garçon, quand il me donne un gros bec, je le prends dans mes bras des fois, puis il me donne un gros bec sur la bouche, mais il y a 15 mois. Fait que ça, je me disais, y a-t-il un âge maximum que ça peut se faire, ou même à 15 mois, c'est pas correct? Vous pouvez pas l'habituer à vous embrasser ailleurs? Ah, ben oui, c'est ça, je vous le demande. C'est qu'on dirait que ça vient comme instinctif. J'appelle ça des gros becs mouillés, ici, à la bouche ouverte, là, dans le fond. On dirait que c'est peut-être pour faire comme papa-maman, peut-être, là. Yeah. Alors, on l'habitue à embrasser maman ailleurs que là. Okay. Parce qu'à 15 mois... les lèvres de maman, là, c'est pour manger, parler et se faire exciter par un homme adulte. Correct? OK. Bye. Merci, bye. Bonjour, France. Mais il peut, à 15 mois, il n'y a pas de dommage encore, là. Elle réalise, puis c'est ça. Une question d'habitude. C'est ça perdure. Comment ça se fait en 2006? Ouais. Moi, j'en reviens pas. Ouais, j'en reviens pas. J'ai l'impression de faire partie d'une tribu avec un fort pourcentage de tarés. Vous avez ouvert une porte cette semaine quand vous avez parlé des mères qui embrassaient leurs filles sur la bouche. On a eu plusieurs courriels dans ce sens-là, où les gens s'interrogeaient. Des femmes disaient, ben oui, mais ma belle-sœur ou ma sœur embrasse ses filles, puis et tu vas voir ça qu'il y a personne qui va m'interdire d'embrasser mes filles sur la bouche. Les mères. On n'avait jamais parlé de ça. C'est rien. Il y en a une, hein? T'as vu le courriel? Il y en a une qui écrit un courriel. Elle dit, hey, si vous pensez que j'embrasse ma fille de 17 ans à la bouche, si vous pensez que je vais changer, hey, la bonne femme serait kilomètre de son droit d'embrasser sa fille sur la bouche. Ça faisait-tu, hein? C'est bizarre. Hey, je lisais ça, j'en revenais pas. C'est parce que vous avez fait allusion, Pierre, à des tendances homosexuelles chez les mères. C'est pour ça, là. Ben oui. Ça réagit, là. Ben oui, mais écoute, c'est pas parce que c'est une fille. Alors, il y a 12%, écoute, les Gwyn, il y a quoi? Il y a 12% de la population, puis il y a un pourcentage de bisexuels. Alors, quand une femme embrasse sa fille sur la bouche, ce n'est pas nécessairement dénué d'intérêt sexuel. Si elle est Gwyn, là... Mais ça pourrait avoir un impact. Ben voyons. C'est ce que vous laissiez entendre. Ben voyons. Bon, OK, on parle à Nicole maintenant. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Nicole. J'appelle, moi, parce que j'ai un problème d'insomnie qui date depuis très longtemps. Oui. J'ai pris souvent des Imovan pendant de longues périodes, mais j'arrêtais, je recommençais. Maintenant, j'ai arrêté tout somnifère de quelque sorte que ce soit. Ça fait environ 3 semaines. Oui. Et puis, je fais cauchemar par-dessus cauchemar. C'est-tu lié, ça? Non, pas après 3 semaines. Non? Non. OK, parce que vous preniez de l'Imovan? Hein? Vous preniez de l'Imovan? Oui. C'est que c'est pas relié, mais ça peut être un effet rebond. Regardez, écoutez bien. Rebond? Oui, un effet rebond. C'est-à-dire que ça rebondit dans le cerveau. OK. La plupart, tous les somnifères sont des cochonneries. Oui. OK? Parmi ces cochonneries-là, il y a des plus ou moins d'effets sur le fonctionnement du cerveau la nuit. Oui. Alors, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris un produit chimique, puis vous avez foqué un petit peu votre cerveau pendant longtemps. Oui. C'est quoi la conséquence de foquer son cerveau pendant X années? Ça dépend. Ça dépend du produit, puis ça dépend du coco. Oui. Hein? Vous savez, d'induire le sommeil avec un produit chimique, c'est pas naturel. Non. Ça a nécessairement des conséquences qu'on connaît pas trop. On ne sait même pas pourquoi on dort. Alors là, on induit le sommeil sans savoir pourquoi on dort, avec une cochonnerie dont on ne connaît pas les effets. Fait que c'est là qu'on est rendu en science. Non. Puis elle se retrouve avec des cauchemars quand elle laisse ce médicament-là. Moi, ce que je vous suggère dans ce cas-là, c'est que t'as fait vos cauchemars, puis on verra. Rappelez-nous dans 2 mois pour voir si les cauchemars sont disparus ou s'il y a un équilibre, si le cerveau s'est remis à faire sa job pendant la nuit. Okay. Parce que le cerveau, la nuit, là, vous dormez, mais votre cerveau dort pas. Mm-hmm. Votre cerveau, il travaille la nuit. C'est ça. Hein? Là, c'est pas Mailloux qui le dit, là. Non, c'est reconnu. Oui. Hey, il travaille. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Mailloux le sait pas. Okay. Puis il n'y a personne qui le sait, mais il fait quelque chose. Mais Pierre, il y a quelque chose de naturel, puis je vous soumets ça. La méditation transcendantale, ceux qui s'y adonnent, c'est assez facile comme technique, là. Les gens qui font des cauchemars, ça cesse. Ça induit une détente. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas vrai, puis c'est pas prouvé, puis c'est pas démontré, puis c'est pas vrai. Mais plusieurs le témoignent. Plusieurs témoignent. Oui, plusieurs disent n'importe quoi. Écoute, tu peux dire... Mais t'induis un état de détente. Tu peux faire n'importe quelle affirmation cet après-midi et dire plusieurs prétendent ça. Mais c'est naturel.
Mais c'est naturel. Si ça fonctionne, ça peut méditation ne pas... transcendantale, écoute, ça fout rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te détends. Tu sais, tu te détends, tu dis, oui, mais le fait d'être détendu, je fais moins de cauchemars. Ben, c'est ça. Peut-être. Ça pourrait. Mais peut-être pas non plus, Janine. Ça dépend de ton ciboulot. La nuit, il travaille. Non, je comprends ce que vous dites, mais pour certains, est-ce que ça a été rapporté que les gens cessent de faire des cauchemars? Ben non, ça n'a pas rapport. C'est comme dire, écoutez, détendez-vous, puis vous allez dire... Il y a toutes sortes de troubles de sommeil. Le sommeil est un processus complexe. On le connaît pas. Puis généralement, on y va avec des affirmations gros gens comme devant. Ouais, mais Pierre, je pense que j'aurais le goût d'essayer une technique de détente avant d'essayer peut-être plein d'air. Bon, est-ce que ça... mais ça répond... Ça n'enlève pas le cauchemar. OK. Ben, vous avez quel âge, là? 60. Bon, à 60 ans, comment va la vie sexuelle? Elle va assez bien. Ouais? Oui, moyen. Et un bon petit orgasme avant de s'endormir, ça fait quoi sur le sommeil? Ben, ça aide à se détendre et à dormir mieux, oui. Ah bon, c'est aussi bon que la méditation transcendantale et le yoga? Vois-tu, Janine? Je vais t'arriver avec une niaiserie. La masturbation, je vais faire une affirmation, Nicole. La masturbation est de loin supérieure à la méditation transcendantale et au yoga pour dormir. Bon. OK. Nicole. Bye, Nicole. Amusez-vous bien. OK, bye-bye. Patience. Rappelez dans une couple de mois pour voir qu'est-ce qui arrive à votre sommeil lorsque vous arrêtez 2-3 mois sans aucun chimique. OK? Puis Pierre Mailloux. Oui. Il y en a, quand ils font l'amour, ça les stimule, ils sont plus capables de dormir après. Ça existe aussi. Voilà. Vois-tu? C'est pour ça que je te dis, pour un peu, pas pour ridiculiser ton propos, j'espère, mais le remettre dans un contexte extrêmement humble. Ça s'applique pas à tout le monde, je suis bien d'accord avec ça. Tu sais, il y en a qui se masturbent, puis ensuite ils sont tous réveillés, puis ils sont plus capables de s'endormir. Ben oui. Ben tu te fais pas de dommages, en tout cas. Quand tu prends une technique de yoga ou n'importe quoi, si ça marche, tu te fais pas de dommages. Non. Le yoga, la transcendantale et le sexe et la masturbation ou une relation hétérosatisfaisante, ça fait pas de dommages. Mais ça améliore pas nécessairement la qualité du sommeil. Poursuit l'émission en compagnie de Jacques. Bonjour. Oui, bonjour. Félicitations à votre émission. Bonjour, Jacques. Juste une petite question qui me trotte dans l'idée depuis le début. Il me semble qu'en quelque part, il doit y avoir des signes qu'on refuse systématiquement de voir. Et je parle de la part d'une femme. Lorsque un de ses enfants ou de sa progéniture est victime d'inceste ou est victime de pédophilie de la part du bonhomme qui est pas capable d'avoir une éjaculation ailleurs que dans la phase d'un mineur, ou d'une bonne femme qui est capable de... Je sais pas. Il me semble que pour moi, je m'excuse là, c'est incohérent. On est capable de savoir en quelque part... Tu sais, quand on dit on peut pas sentir quelqu'un parce que ses phéromones nous sont incompatibles, parce que quelque chose, sa gueule ne revient pas, la face ne revient pas. Il me semble qu'en quelque part, le mononcle qui est fin ou la matante qui est fine avec le petit gars ou la petite fille puis qui tourne en rond puis qui va s'amuser dans sa chambre, il me semble que si boire, ça devrait sonner une cloche de la grosseur du Bourbon de la place Saint-Pierre à Rome, ça. Oui. Ben oui. Je sais pas, là. Ben oui. La plupart du temps, il y a des comportements. Écoutez, j'ai déjà vu quelqu'un qui a passé tout l'après-midi, là, 2h30, 2h03, presque 3h, constamment avec la même petite fille dans une piscine. Voyons. Bon. Pensez-vous que c'est normal? Hey, je suis pas un cave, là. Bon, il y a certains que je te le lave à l'œil. Il y a certains comportements qui sont évidents. Mais vous voyez, tantôt, quand je vous ai posé la question, je suis convaincu que j'ai été le seul à remarquer qu'un individu, dans une piscine, a passé 2h03 à s'amuser avec la même petite fille de 9 ans. Ça c'est assez étonnant, Pierre. Je suis convaincu que je suis le seul qui l'avait à l'œil. Mais Pierre, il y a personne qui a remarqué ça. Tantôt, je vous ai posé la question pour France par rapport à son frère. Puis quand elle parlait que ses filles avaient 19, 17 et 15 ans, dans le comportement avec ses filles, vous avez dit des fois, c'est très difficile. Certains sont pas discrets, puis d'autres le sont. Pour quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Jacques réfère à quelqu'un de l'interne. Oui. Le beau-frère, la belle-sœur, le cousin, le mononcle, le chum, le beau-père à la rigueur. Moi, ma conjointe, elle en a 3 enfants. Elle en a 4, en fait, là. 5 ans, une petite fille, 7 ans, un petit gars. Elle faisait 5 ans, un petit gars, 7 ans, une petite fille, puis 9 ans, un petit gars. Puis la petite fille de 7 ans a été victime d'inceste par rapport à son père naturel. Puis je voudrais bien voir le sacrement, moi, qui rentrerait le mononcle ou la matante ou le cousin ou le beau-frère qui irait s'amuser dans sa chambre plus que 35 secondes sans avoir la porte constamment ouverte, la lumière allumée, ou qui irait s'arranger pour y donner son bain, aller y laver supposément la vulve. Moi, c'est les couilles que j'y vais emballer dans un baguette. Ben oui. Voyons donc, tu sais, non, vous savez, Jacques, je déplore, en matière d'abus sexuels au Québec, je déplore la lâcheté féminine institutionnalisée.
Toutes les femmes ne sont pas lâches. Il y en a un maudit paquet dans les cas de fillettes abusées. La mère, écoute, ou bien elle ferme les yeux, ou bien elle est complice, ou bien elle a levé la petite pour aller sucer le bonhomme, ou bien elle s'en va au bingo, ou bien elle est payée par mon oncle. Hey, c'est plein. Oui, mon oncle, il dit, viens, vas-y au bingo, on va m'occuper des enfants. Bing, ça devrait sonner une cloche. Voyons. On s'est parlé. Voyons. On s'est parlé il y a pas longtemps. Et puis, juste en terminant, je parlais du docteur Bowser quand on s'est parlé, qui est à l'hôpital Montreal Children, qui est supposément un pédiatre de sommité nationale ou internationale. Puis c'est drôle, à un moment donné, quand tu arrives avec des évidences en cours, lorsqu'il y a des traces d'abus sexuels, quand il n'y a plus d'hymen, c'est clair, Cristal, elle a 5 ans, à moins qu'elle soit tombée assise sur sa suce, elle a emballé sa chaise, ça arrive pas, là. C'est ça. Puis elle était la première à dire que, je me prononce pas. Oui, mais j'aimerais ça, par exemple, si on avait reproduit cette même situation-là à sa propre fille, à elle. Je sais pas quel gasket elle a répété. Probablement, écoutez, si elle a des poumons, c'est peut-être parce que le gasket de tête coule. Jacques, on ne peut pas se fier sur les femmes au Québec pour régler le problème des abus sexuels. Je regrette, il faut tasser ça, tasser la plupart d'entre elles, puis les abus sexuels sont un problème masculin qui va devoir être réglé par les hommes, mon Jacques. C'est ça, Pierre. Mais à un moment donné, tu pognes un bonhomme, on va la preuve, tu regardes les... OK, on a bien beau parler contre les Hells. Jacques, vous vous souvenez du père de petit gars, le chauffeur d'autobus, en quelque part dans l'Estrie, un matin, il a agrafé le père, qui a agrafé le conducteur de l'autobus scolaire, puis il a fait un petit job de bras. Vous vous souvenez de ça? Il est arrêté. Bon, ben, il est arrêté, mais libéré. Il est arrêté, par exemple. Il y a des accusations. Alors, non, il y a toutes sortes... Ce n'est pas que je prône la violence, mais tout ça pour vous dire que si les hommes ne s'occupent pas de la problématique des abus sexuels, oubliez les femmes. Et oubliez les femmes pour protéger les fillettes. Ça, c'est moins comique. Mais pourquoi? Comme groupe, mesdames, calmons-nous. Je ne dis pas que toutes les femmes ne sont pas protectrices. Non, parce qu'il y en a qui ont du flair. La majorité d'entre vous n'êtes pas protectrices de vos filles. Pourquoi ils protègent pas leur caste? Pourquoi ils protègent pas leur progéniture? Pourquoi, à un moment donné, parce qu'elles ont des intérêts à agir comme ça, cher Jacques. Parce qu'ils veulent se faire payer un loyer, se faire payer un lunch au restaurant. Non, parce qu'il y a une méconnaissance. Mettez-en. Il y a une méconnaissance de la sexualité masculine, Pierre, et une grande naïveté dans certains cas aussi. Non, pas naïveté, niaiseuserie, ça, j'achète. J'ai l'impression qu'ils veulent pas le voir, puis ils s'en crissent. Peux-tu? Oui. Ça se pourra-tu? Pour un grand nombre d'entre elles, tout à fait. Moi, j'ai envie d'aller Non, Jacques, allez plus loin. Allez plus loin. Inconsciemment, il y a un pourcentage. On peut utiliser la jalousie? Inconsciemment, il y a un pourcentage significatif de mères qui sont intéressées à faire démolir leur fille sexuellement par un homme. T'es en train de me dire qu'il y a des femmes qui ont été démolies, puis par vengeance, puis par cupidité, ils vont dire, moi j'ai mangé de la merde parce que mon oncle m'a violé, la petite Chris ça te fait violer toi aussi. Cet après-midi, vous avez entendu, Joanne? Oui, j'ai entendu en partie, oui. Voyez-vous, incestué par deux frères de sa mère, deux oncles maternels. Oui, je me souviens, oui. Hein? Deux, pas un, deux. Entre 5 ans et 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a de fun d'avoir là-dedans? Écoute, ça s'appelle même plus prépubère. Et après ça, pour vous montrer comment c'est culturellement là, incrusté, après ça, mine de rien, Joanne reçoit sa mère âgée et la reçoit chez elle pendant 1 an avant de la mettre dans le trou. Mais oui, c'est parce qu'elle n'a pas compris, hein. Peux-tu dire peux-tu dire que j'y aurais fait poser un volant à l'intérieur de son cercueil, elle y a arrêté tout seul elle y a arrêté tout seul dans le trou? Bien sûr, Jacques. Ça s'appelle un drive yourself aussi. Merci, Jacques. On va à Sylvain. C'est Sylvain à qui on parle. Bonjour. Est-ce qu'on a la communication? On l'a pas. On va parler à Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour. Moi, je voulais juste... parce que quand j'étais petit, j'avais 4 ans... je me suis fait violer par un monsieur dans les toilettes. Puis il m'a fait la pénétration anale. Puis il a fallu que je le suce. Puis il m'a éjaculé dans la bouche. Puis à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour le linge de femme, puis à m'habiller en femme. Puis aujourd'hui, j'ai encore ce problème-là, mais j'irais pas jusqu'à aller à me promener dehors, là, malgré que j'y ai déjà passé, mais j'ai pas en tout cas,
je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme, pensez qu'il y a un lit. une présence en dedans de moi qui est tout le temps là, puis j'ai longtemps essayé de la combattre, j'ai suivi des thérapies, j'ai fait bien des choses, mais ça reste toujours là, ça s'en va pas. Le goût de s'habiller en femme, puis vous faites un lien avec ce qui s'est passé quand vous aviez 4 ans. Ben là, je fais pas de lien vraiment avec ça. C'est juste que avec les thérapies que j'ai faites, eux autres, ils m'ont dit que ça pouvait avoir un lien. Voyez-vous, une thérapie qui vous dit qu'il y a un lien est une thérapie ratée. OK. Une thérapie qui vous permet de découvrir, de faire des liens est une thérapie réussie. OK. Est-ce que vous saisissez, Jean-François? Oh oui, saisi. Hein? Ouais. Jean-François? Oui. Vous avez quel âge? 38 ans. 38 ans. Est-ce que vous vous habillez encore en femme? Ça m'arrive. Racontez-nous ça un peu, là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, je mets des souliers à talons hauts. Oui. Je mets de la lingerie, des accessoires comme des chaînes, des choses comme ça. Des quoi? Bijoux. Des bijoux, là, des accessoires comme des bijoux, des chaînes. OK, mais des chaînes d'hommes ou des chaînes de femmes? Des chaînes de femmes, oui. Oui? Mais lingerie, c'est quoi? Ben, des sous-vêtements, là. OK. Mais je mets pas de robe, des choses comme ça, là. OK. Alors, sous-vêtements, souliers, bijoux. Oui. Et dans quel état ça vous met? Est-ce que vous le faites encore ces temps-ci? Là, non. Dernièrement, je l'ai pas fait, là, depuis l'année passée. Oui. Mais j'ai toujours l'envie de le faire. Oui, vous avez envie de le faire. Oui, toujours. Et dans quel état ça vous met? Dans quel état ça me met? Oui. Ben, ça me met... si je veux aller dehors avec ça, je le fais dans le but d'essayer d'aller dehors, là, ou d'aller juste... Vous avez pas écouté ma question? Bon, Pierre, on s'en va aux informations. C'est intéressant. Oui, Jean-François, est-ce que c'est pas souvent qu'on parle de ça? Ben oui, les fétichismes, c'est très rare qu'on a des appels là-dessus. Oui. Et puis, quand ça interpelle à ce point-là, là, alors Jean-François, vous restez avec nous. Pour quelqu'un qui a fait une thérapie, comprend même pas une question simple. La thérapie a été très efficace, Janine. Bon, Jean-François? Oui. Vous êtes là, on pensait vous avoir perdu. Ouais, ben la ligne avait coupé, là, parce que je suis sur la route. Bon, OK. ben, parfait. Jean-François? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez revêtu lingerie, bijoux féminins et souliers à talons hauts? Oui. Vous vous en souvenez? Oui. Bon, racontez-nous cet épisode-là. Ben, j'étais chez moi, là, puis j'écoutais... Ben, j'étais allé faire des achats, là, pour moi, chose normale, en tout cas. J'étais allé faire des achats. Oui. Puis, j'ai passé devant une boutique, puis il y avait des souliers à talons hauts, choses comme ça, puis ça m'a attiré, je suis rentré. Oui. Puis, je les ai achetés, puis je suis reparti chez moi, puis j'ai fait mes affaires chez nous, puis je me suis habillé comme ça. Oui, racontez. Puis, il était quelle heure? Est-ce que vous vivez seul? Pardon? Est-ce que vous vivez seul? Oui. Vous vivez seul? Oui. Alors, racontez-nous. Là, vous êtes chez vous, puis vous mettez vos affaires, là. Oui, puis là, je fais mes affaires, je fais mon ménage, je me fais ma bouffe, j'écoute mes émissions à la TV, puis après ça, je vais me coucher, puis le lendemain, je travaille. OK, alors, vous revêtez souliers à talons hauts, et puis la lingerie féminine. Oui. Et vous faites de la bouffe, vous préparez de la nourriture? Ouais, ben, ma nourriture, là, mon lunch pour le lendemain pour le travail, puis ma nourriture là, que je fais normalement pour manger pour moi, là. Et combien de temps vous gardez cet attirail-là sur vous? Toute la journée, toute la soirée. Toute la journée? Oui. OK. C'était une journée de fin de semaine, je présume? Non, c'était une journée de la semaine. Le son est épouvantable. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Pardon? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, je suis représentant. Vous êtes représentant? Oui. OK. Alors, est-ce que il y a une excitation sexuelle quelconque? Au début, à 14 ans, quand ça a commencé, non, mais avec les années, oui. C'est-à-dire, expliquez-vous. De 14 ans à jusqu'à 20... La dernière fois, il y a peut-être des choses que vous ne nous dites pas, là. Pardon? La dernière fois que vous vous êtes habillé en femme, oui. Qu'est-ce que vous ne nous dites pas? La masturbation, ça, je l'ai déjà faite, là, habillé en femme, mais pas tout le temps, là, je le fais pas tout le temps. Mais cette fois-là? Non, cette fois-là, je l'avais pas faite. Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous l'avez pas faite?
Ben, parce que je sentais pas le besoin de le faire. J'avais pas le goût de faire ça. J'avais juste le goût d'être habillé comme ça parce que je me sentais bien comme ça. OK. Oui. C'est un point, c'est tout. Donc, attendez un petit peu là. Parce que, à ce moment-là, Pierre, c'est parce qu'il y a une autre motivation. Non, cette fois-là. Attendez un petit peu là. Ouais. Est-ce qu'il y a généralement une excitation sexuelle avec talons hauts, lingerie féminine et bijoux féminins? Plus au début, non. Je veux dire, au début, non. Mais avec le temps, oui, c'est venu qu'il y avait plus d'excitation sexuelle. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ben, quand que des fois j'avais envie d'une masturbation, oui. Je pouvais mettre des talons hauts ou du cutex, puis là, je me masturbais, puis après ça, c'était fini, mais je restais habillé comme ça, pareil. Oui. Et êtes-vous capable, est-ce que de vous masturber sans être habillé en femme? Oui, puis je suis capable d'avoir des relations sexuelles avec des femmes, j'en ai eu, sans être habillé comme ça. Je le sais, je sais tout ça que vous êtes capable. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est lequel est le plus excitant? Lequel est le plus excitant? Oui, sexuellement. C'est habillé en femme. Bon. Habillé en femme. Merci. Bon. On va devoir cesser. Oui, ça griffe. Alors, tu comprends, Janine, réponse à ta question? Non, habillé, ben c'est ça. Donc, directement relié, ce qu'on peut soupçonner. Le mode préférentiel d'excitation sexuelle, c'est en s'habillant en femme. Mais Pierre, qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que c'est que ça dit, là? Il y a des relations normales avec des femmes, mais qu'est-ce que c'est? Janine, il est capable. Oui, il est capable, Tous les pédophiles sont capables de fourrer une femme. Est-ce que tu savais ça? Ben, je voulais entendu dire, là. Non, je te dis que tous les pédophiles, j'en ai évalué un paquet, là, ils sont tous capables de fourrer une femme. Bon. Mais pourquoi pas parce qu'un homme fourre femme? La plupart des homosexuels sont capables de fourrer une femme. Les hommes homosexuels, là, sont presque tous capables de fourrer une femme. Mais dans le cas de Jean-François, Pierre, l'attirance dominante, s'il s'habille en femme et ça l'excite, c'est quoi, là? C'est plus difficile à saisir. Ben, c'est une déviation sexuelle. Ouais. Il y a besoin de ça. Ouais. Non. Il y a besoin de s'habiller en femme pour amplifier. Bon. C'est un mode c'est plus excitant. Oui. C'est pas qu'il est pas capable avec une gonzesse. C'est pas qu'il est pas capable de se masturber sans, mais c'est plus excitant avec. Alors vous dites tout simplement... C'est ça la nuance ici, là. Mais vous dites déviation point. À lundi. Ben, on en...